à tous et bienvenue sur ce 34e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Voilà, j'ai engagé un détective récemment là, puisque j'ai toujours pas de nouvelles de Val. Voilà, les affiches ont rien donné. Je n'espère pas un jour le retrouver, mais j'ai quelques pistes, parce que aujourd'hui, je suis accompagné de quelqu'un qui a un peu de contact avec lui, qui parle avec lui d'autres sujets. Donc j'ai la chance d'avoir... Alors c'est pas sa première fois, parce que vous l'avez déjà entendu à 2 reprises, mais j'étais jamais là à chaque fois qu'il pointait le bout de son nez. Mais c'est long comme intro, mais je suis là, donc j'ai comme invité Fox du podcast Ex Libris. Comment ça va mon petit Fox? Salut Seb, déjà merci pour l'invite, et puis ça va très bien, hein. Écoute, je suis ravi d'avoir reçu ton invitation et de enfin faire un épisode avec toi sur YPDLM, parce que toi t'étais passé chez nous. Oui, j'étais venu chez vous. Voilà. Mais en effet, les 2 fois où je suis venu chez vous, c'était que avec Val, donc ravi. J'étais venu chez vous pour qu'on parle de Chainsaw Man, voilà, que exact. Tu avais détesté à l'époque, mais maintenant que t'aimes bien, enfin non, c'est devenu ton meilleur manga ever, c'est ça? Enfin, je suis plus. Non, vraiment pas. Hein. Non, vraiment toujours pas. Je déteste toujours autant le dessin, mais j'admets que la fin de la première partie m'a eu, en fait. Ce que je disais dans l'épisode, allez checker l'épisode de Ex Libris pour savoir ce que j'en pense, mais en gros, ce que je détestais dans l'épisode, dans le manga, c'était le personnage principal, ce qui n'aide pas à rentrer dans l'œuvre. C'est toujours le cas, à chaque fois que j'achète un tome, je peux pas piffer Denji, mais en fait, tout le lore qu'il y a autour a réussi à me prendre, donc aujourd'hui, je suis le manga, et avec un grand plaisir. Je me pose une question, si c'est pas voulu par l'auteur, un peu quelque part aussi. Tu sais, c'est dans l'esprit très torturé, ou je sais pas, ou qui va à 1000 à l'heure de l'auteur. Je me demande, est-ce qu'il fait pas un peu exprès pour qu'on n'ait pas trop de sympathie pour lui, tu vois? Je pense que ça plaît à certaines personnes, hein, puisque dans la discussion qu'on avait eue à l'époque, il y avait d'autres intervenants qui aimaient bien, au contraire, qui le trouvaient attachant, parce qu'il était touchant et un peu con, tu vois. Mais ouais, moi je sais pas, ça passe pas. Ok. Ouais, bon écoute, moi je l'ai toujours pas terminé, hein. Quand j'ai appris qu'il y avait une suite, une deuxième partie, je me dis j'ai pas à démarrer un truc et attendre, j'ai tellement de trucs en cours que j'ai certaines séries comme ça, je sais pas si auditeurs vous avez ce complexe là aussi, des fois de se dire je vais attendre un petit peu que ça sorte, et puis tout me pitcher d'un coup, et puis des fois t'oses pas y aller, ou t'attends un peu, tu tâtonnes. Des fois il y a des séries où ça me fait ça. Complètement. Puis il n'y a pas le budget extensible non plus, quoi. Donc faut faire oui, non, surtout en ce moment, hein. Enfin, quand tu te fais saigner déjà pour manger, les mangas des fois ça devient un peu secondaire en ce moment, surtout en ce moment, par la période. Puis il faut acheter les cadeaux, tout ça, enfin bref, les mangas. Bon. Ouais, puis quand t'as des enfants et que t'as les anniversaires qui tombent en fin d'année, et bim, t'es refait, juste avant Noël. Voilà, c'est bon. Donc bon, on se concentre sur l'essentiel, voilà. On va faire un petit rappel. Je vais te laisser te présenter sur ce que tu fais à côté, et puis surtout me donner des nouvelles de Val, parce que j'en ai pas, parce qu'apparemment il est un peu avec toi aussi, donc vas-y, je te laisse te présenter un peu, ou de représenter, parce que je crois que Val l'avait un petit peu fait, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel et de refaire un coup de projecteur sur ton travail. Ouais, vas-y. Ok, moi c'est Fox ou Foxito ou Fox Ex Libris, comme vous voulez. J'ai un podcast manga avec 2 très très grands amis à moi qui s'appellent Apoka et Neo qui a une chaîne dédiée aux comics. Donc en fait c'est un podcast manga dans lequel on dérive souvent sur des comics grâce ou à cause de lui. Mais on s'éclate bien, on est une bande de potes IRL à la base, donc c'est vrai qu'on a une énergie ultra naturel, et c'est ce qui nous plaît de partager un truc naturel, comme si vous débarquiez dans une soirée qu'on pourrait faire ensemble. Donc, j'adore votre running gag du début où quand tu fais les oui, ça sature à mort dans les oreilles, mais c'est à mourir de rire, mais c'est très très drôle. Très très drôle. Bon, merci. Ouais, non, mais c'est très très spontané, on coupe rien, on garde tout. Des fois on dit des conneries. Alors on essaye d'être quand même précis sur les œuvres qu'on présente, hein. Attention, on fait pas non plus n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on a une ambiance entre nous très décontractée, mais on essaye d'être sérieux sur ce qu'on propose. Donc on propose des recommandations, des débats, des achats, qu'est-ce qu'on achète mensuellement, comme ça on rebondit sur les achats des autres, ça c'est notre émission principale. Et on a aussi un club de lecture
dont on est pas mal fier, s'appelle le Focus Club, où en gros, c'est un club de lecture podcastique dans lequel on prévient les gens de la lecture qu'on va faire ce mois-ci, et à la fin, on donne les avis de la communauté, comme on pourrait échanger dans un vrai club de lecture. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien, parce que en podcast, c'est un peu le souci des fois, c'est qu'on n'a pas vraiment de retour des gens. Non. Donc là, les gens viennent, nous disent vous allez faire ça ce mois-ci, moi j'ai bien aimé, moi j'ai pas aimé, et du coup on balance aussi leurs avis, comme ça permet d'avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue dans l'épisode. Donc voilà, c'est stylé. Vous poussez à l'interactivité, et c'est presque c'est un truc que je répète souvent dans le podcast, c'est que le podcast c'est pas YouTube, et les plateformes sont pas paramétrées pour justement créer de l'interaction facile, puisque en fait un podcast tu peux l'écouter sur 5, 6, 7 applis différentes. C'est ça. Et elle propose pas forcément tu vois, je sais qu'on est sur Podcast Addict, et je pense qu'on a peut-être des commentaires, mais comme je me connecte pas sur Podcast Addict, je ne vois pas les commentaires. Donc c'est vrai, je sais pas s'il y en a. Mais nous on mutualise tout au même endroit, c'est-à-dire en tant que créateur, et du coup c'est vrai qu'on va pas faire chaque plateforme à chaque fois pour voir ce qui s'y passe. Ce serait beaucoup trop chronophage. D'où l'intérêt de pousser les RS. Moi je sais que je suis assez dispo sur Instagram, Twitter, et puis on a un Discord aussi. Enfin voilà, mais on sait les Discords que c'est pas simple à animer. Le problème, c'est que tout le monde a un Discord aujourd'hui. Tout le monde fait ses trucs sur Discord, et ça veut dire qu'on demande aux auditeurs de multiplier les plateformes de Discord. Et c'est compliqué pour eux. Et je comprends, en vrai. Et puis, si t'arrives pas à créer un truc qui donne envie d'y aller et que t'es pas tous les jours dessus, et puis on a tous une vie à côté, donc c'est pas évident. Nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait là, parce que Néo, il avait son propre Discord avec d'autres youtubeurs comics, si tu veux. Et nous, on avait le nôtre pour Ex Libris. Et en fait, il était bien le vôtre en plus. On se rend compte, c'est dommage. Ouais, on avait une super modo. Big up à Biquette Enragé. Une super modo qui me suit depuis que j'ai commencé mes posts sur Instagram il y a 3 ans, quoi, où j'avais 4 abonnés. Donc énorme big up. Et du coup on a décidé que pour cette raison en fait de trop de Discord qui se multiplient, de mutualiser et de faire une grosse partie comics, une grosse partie manga, et donc un très gros serveur, un beau serveur 9e art. Et ça commence à prendre pas mal le côté manga, donc je suis assez content. Je suis passé un peu admin de ce secteur, donc ouais, je suis assez content. C'est top. Ce qu'on peut préciser aussi pour les auditeurs, c'est que vous êtes en présentiel sur Ex Libris, et ça, mine de rien, ça a son petit cachet, parce que là, nous, on est à distance, on a peut-être quoi, on a 600, 700 km qui nous séparent. À peu près, ouais. Moi, je suis complètement à l'ouest, toi, t'es complètement à l'est, mais on peut tirer un trait, et on n'est pas loin, en fait, mais on est loin quand même. Ouais, c'est ça. Toi, t'es plus proche de l'océan, moi plus proche de la Suisse et de l'Italie. Donc... Ouais, t'es à la montagne, moi je suis à la mer. Voilà, on a les deux opposés. On a les deux côtés. Non, mais ouais, cool. Le présentiel, on a investi un peu dans du matériel parce que, comme je l'ai dit au départ, on est des potes. Donc en fait, ça nous frustrait parce que nous, on a, comme vous, je pense, avec les potes, on se retrouve, on fait des après-midi jeux. Puis nous, on a été très, très jeunes bercés dans la culture geek, donc on se retrouvait pour game, on se retrouvait pour faire des jeux de société, des choses comme ça, et en fait on était frustrés de parler de manga à distance. Du coup on s'est dit c'est pas grave, on va investir dans du matos, et on va se retrouver, ça nous fera une excuse aussi, parce qu'on a chacun nos vies un petit peu éparses maintenant, ça nous fera une excuse aussi pour se retrouver au minimum une fois par mois, et se régaler ensemble, et ouais, le podcast c'est un prétexte qu'on offre aux auditeurs pour nous se revoir, et c'est cool parce que les gens arrivent à rentrer dedans et apprécient notre naturel. Donc en fait c'est le meilleur compliment qu'on peut te faire quand tu joues pas un rôle et que les gens apprécient, c'est top quoi. Non, et puis après vous avez eu aussi des sacrés guests dans vos épisodes, toujours assez surpris de voir les gens que vous avez pu rameuter, et ça c'est super cool quand même. Après, faut oser, comme on dit toujours. Tu poses la question, ça vous intéresse ? Oui, cool. Et puis vous avez eu quoi, Caroline Segara, vous avez eu Freddy de Manga Collect. Enfin, j'en oublie peut-être, mais vous avez. Après, je cite pas ceux que je connais entre guillemets personnellement. Je pense à Loïc, je pense à qui sont venus dans le podcast. J'en oublie peut-être. Je suis désolé si j'oublie des noms. Non, mais tu fais bien d'en parler des guests parce que quand on a démarré, que ça commençait à prendre, on se disait c'est cool, on va pouvoir parler à des gens, machin. Et en fait, vu qu'on est quand même une petite structure toujours, c'est compliqué d'accorder du temps qui aille à tout le monde, surtout que nous on est un podcast de groupe. Donc le cœur c'est vraiment nous trois quoi. Donc on veut pas non plus lâcher ça. On a eu Akata aussi par exemple, tu vois, et je sais que
la maison Bruno d'édition Femme, à Qatar. vous avez eu... Ah non, vous avez eu non, on a eu le CM, on le a eu community manager. Cindy, la community manager. On a fait Orange Ouais. avec elle, c'était super cool. Mais voilà, tu vois, par exemple, cet épisode-là, mes deux comparses pouvaient pas être là, je l'ai fait tout seul avec Cindy. On a passé un super moment. Ah bah Mais oui. voilà, j'aurais bien aimé que les deux gars soient là aussi pour ça. C'est pas Donc c'est évident vrai de qu'on synchroniser a tout le décidé de calmer un petit peu les guests pour se concentrer sur le cœur de nous trois, tu vois. Et mais bon, là les gens commencent à réclamer un peu des guests, donc faudra qu'on voie du verbe voyer, bien évidemment. Oui, faudra du verbe voyer. Pardon. Faudra qu'on voit pour la saison 3 qui sort en janvier ce qu'on peut faire. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est le juste équilibre entre les deux est pas évident. C'est vrai que nous, c'était à l'époque où Val était récurrent, avait sa place à tous les épisodes. On se disait, voilà, on va essayer de se concentrer sur le duo et du coup, avoir de temps en temps les guests. Et on est tombé un peu dans cet excès d'avoir un peu trop de guests. Et du coup, Val, après, s'est retiré du podcast pour revenir que de manière temporaire. Alors, il n'est pas encore revenu. Ça va te faire la petite transition avec ton autre podcast. Mais aujourd'hui, du coup, moi, mon leitmotiv, c'est de trouver des guests. Donc, pour essayer justement de faire les émissions. Bon, c'est pas ce qui manque, parce qu'on commence à avoir un certain réseau de podcasteurs manga et puis de collègues qui veulent venir participer à l'émission. Donc ça c'est plutôt cool. Mais oui, tu vas me donner des nouvelles de Val. Comment il va? Et ouais, déjà, dis-moi. Si tu recherches du monde, je peux te prêter mes chroniqueurs, t'inquiète, je leur dirai. Ouais, carrément, avec plaisir. Je leur dirai de venir. Ils avaient passé un super moment la dernière fois que tu étais venu, donc ouais, je pense que ce sera avec plaisir. Et juste pour finir sur les guests, avant d'enchaîner sur Val, je pense aussi qu'il faut... Enfin, tu vois, moi je trouve que Caroline Ségara, typiquement, on l'a reçue un peu tôt dans notre histoire podcast. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, et elle a été adorable avec nous. Mais on était des glands, quoi. On était 3 glands. On a eu des bugs Zencaster. Elle était là, elle attendait. Elle a été adorable, tu vois. En plus, je crois que Zencaster, ça buguait parce que j'ai une connexion de campagnard. Enfin, j'avais. Là, c'est bon, j'ai la fibre. J'avais une connexion de campagnard où on voyait pas sa cam. Donc, en fait, nous, on était timides. On n'osait pas l'interpeller. Du coup, on disait, ça se trouve, elle veut pas mettre sa cam. Et en fait, je crois, en revisionnant des trucs, qu'il y avait sa cam et juste ça buguait. Donc, ça se trouve, elle nous faisait des signes, des machins et on n'a jamais interprété. Enfin, des gros cassos, quoi. Elle a dû se dire, mais en plus, je suis sûr qu'elle s'est pas dit ça parce qu'elle est adorable, mais je pense pas. Elle aurait eu à raison de se dire putain, mais c'est quoi ces 3 gus, où est-ce que je me suis embarqué? Mais elle a été super cool. Et ouais, ça s'est pas entendu. Je vais pouvoir te donner des... Ouais, bon, tant mieux. Ouais. Mais je vais pouvoir te donner des nouvelles de Val, du coup. Ah bah oui, comment il va? Écoute, il va bien. Non, juste pour... la petite blague, j'ai aussi un podcast basket. Et parle-en. Si vous suivez YPDLM, je pense que vous savez que la deuxième passion de Val, c'est le basket. La NBA. Et donc, à chaque fois qu'on recordait avec Val sur Ex Libris ou sur YPDLM, on parlait basket après, en fait. On parlait longtemps basket après. Et moi, j'ai voulu lancer un podcast basket avec un de mes meilleurs amis, pareil, qui est de la même bande que Apo et Néo, où on fait du basket ensemble depuis qu'on est petit, et on cherchait un 3e chroniqueur. Et je me suis dit, attends, je vais demander à Val si ça l'intéresse, parce qu'en fait, on parle basket, le courant passe bien, comme avec toi, tu vois, et en fait, il a accepté. Donc ouais, on a aussi un podcast basket maintenant, on a 2 épisodes à l'heure actuelle, où on parle de NBA principalement, et on se tacle un peu, parce que tous les 3, on a chacun une équipe de prédilection différente, donc c'est vrai que c'est rigolo. Mais on vient pour ça. C'est rigolo On vient pour ça. Ce que je disais à Val en off, parce que, spoiler alerte, on continue à se parler avec Val, accessoirement, je fais la vanne à tous les épisodes, mais je sais même pas s'il écoute en vrai, mais voilà, bref, mais on se parle, et puis je lui fais des retours sur ce que vous faites, et que j'aime beaucoup. Moi, je suis complètement néophyte. Alors j'ai une culture NBA Live, pour ceux qui ont la ref, c'est les jeux de basket avant que NBA 2K bouffe le marché. J'ai une référence NBA Live 2009 ou 2010, tu vois, à l'époque où il y avait toutes les restas du game qui sont mes restas à moi, et je connais beaucoup moins les joueurs d'aujourd'hui, et il y a tout ce jargon américain que j'ai pas du tout, donc en fait des fois je mets un peu de temps à comprendre de quoi vous parlez, mais ça vient petit à petit, et du coup je me mets à jour grâce à vous, parce que sinon j'écoute rien en lien avec le basket, et vous me faites beaucoup rigoler quand vous essayez de vous pourrir, et que vous faites des trucs, des stats et compagnie, puis que j'attends que vous voteriez, bien sûr, évidemment, que vous soyez trompé dans vos prédictions. On peut en parler, on a commencé à faire des prédictions avant le début de la saison. Moi, je me suis bien vautré, donc j'ai pas hâte du prochain enregistrement parce que je vais en prendre plein la gueule. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que vous parliez
du petit jeune français là qui est arrivé aux Spurs et qui pour l'instant est un peu game changer hein, quand même hein, dans le game. Il est chaud le mec, hein. Il est chaud. Il est incroyable. Victor, c'est un talent générationnel comme on appelle. Ouais. Donc, Michael Jordan, LeBron calibre. Ouais, et puis il faut aussi lui laisser un peu de temps, tu vois. Michael Jordan, sa première saison en NBA, il était pas bon. Donc les exceptions comme LeBron qui arrive et qui défonce tout dès la première année, c'est une fois sur 1 million. Et en fait là, Victor fait déjà des trucs incroyables pour une première année de NBA. Donc faut pas trop lui en demander, faut le laisser se développer et ça ira. Ouais, il faut qu'il muscle un peu encore son jeu, tu vois. Je pense qu'il est un peu frêle encore pour la NBA, mais c'est déjà ce qu'il fait là, c'est juste ma boule. Tu l'as pas dit, mais ton podcast s'appelle accessoirement MVP, Most Valuable Podcast. Podcast. Oui, c'est vrai, je suis très bon en promo. Ouais, non, mais je le rappelle. Puis de toute façon, les auditeurs ils le savent. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller l'écouter. Et puis voilà. Et écoutez Val, si Val vous manque, allez écouter MVP. Il est là-bas. Et ben écoute, on est pas mal. Je t'ai demandé, parce que tu as parlé un petit peu de ton rapport au manga avec Val dans un épisode. Alors je sais plus si c'était sur JJK ou si c'était sur... parce que vous avez fait quoi ? Vous avez fait JJK avec Val ? On a fait JJK et MHA. Et MHA. Donc je sais plus si c'est sur l'un ou sur l'autre que vous parlez un peu du rapport au manga, mais je sais que Val t'a posé la question, parce qu'on est on a un peu la même façon de travailler. Donc je vais t'épargner cette question-là. Mais par contre, est-ce que tu as préparé éventuellement soit une dernière lecture, un dernier visionnage, quelque chose qui t'a un peu marqué dernièrement pour se chauffer avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet ? Ouais, bah, on peut trouver. Après, tu m'as dit que c'était pas forcément manga. Non, bah tu vois, comme je disais, l'épisode de il y a 2 semaines que j'ai fait avec Maimo pour rappel, sur l'excellent Give My Regard to Blackjack, j'ai fait une reco comics, moi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, et j'ai fait une reco donc sur Why the Last Man, qui est pour moi un super comics, et qui est dans la collection Urban Nomad, et je trouve que c'est l'occasion de découvrir des grands titres à pas cher. Donc si c'est un comics que tu as en tête, n'hésite pas, une BD ou un film d'animation, fais-toi plaisir. Ok, bah dans ce cas-là, si j'ai le droit d'étendre, je vais en profiter pour faire une reco de ma série d'animation préférée all time. Et qui va peut-être te surprendre. Je sais pas si on en a déjà parlé. Mais... Alors je sais que t'as un kink au niveau animation. Ouais, je crois qui a été adapté par un certain Night Shyamalan et qui apparemment était pourri. Est-ce que ça serait un lien ? Qui ne sont pas les hommes bleus, mais vas-y, je te laisse en parler. Oui, parce que j'écoute. Je sais que t'as un running gag sur cette série d'animation, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, je ne peux que vous conseiller la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, je balance pas ça en l'air, c'est parce qu'en 2024, on va avoir une série live action qui, pour le coup, je l'espère, sera bien mieux traité que le film de Night Shyamalan, qui était ultra maltraité. Enfin, on sent que le gars a jamais vu un épisode, quoi, parce que tous les caractères des persos sont pas les bons. C'est une demande de studio, en fait. Ouais, je pense. Et là, on a eu une bande-annonce pour l'annonce de la série live-action Netflix, qui sortira donc en février 2024. Et le casting, mais il est au top niveau, mais incroyable. Les caractères, le peu de caractères qu'on peut voir des personnages dans la bande-annonce, bah en fait ça colle au début du premier épisode de Avatar, donc j'ai l'impression qu'ils ont respecté l'œuvre et qu'ils vont enfin nous faire un truc stylé pour les fans. Et voilà, je pense que c'est le bon moment pour se plonger dans la série d'animation qui a souvent souffert de son statut de dessin animé TF1 ou Nickelodeon, tu vois. Oui. Donc on se dit, ah ouais, mais ça, voilà, ça passe pour les gamins le samedi à 10h, c'est pas terrible. Je le mets au même rang que Ben 10, tu vois, moi. Ben 10, c'est pour ceux que ça parle. Et c'est pas de ma génération, en fait. Moi, je suis pas de la génération Avatar, du coup, et j'ai jamais regardé, tu vois, et j'y suis jamais allé parce que je mets ça au même rang que les productions Ben 10, tous ces trucs-là. Enfin, j'ai pas d'autres noms qui viennent, mais il y avait toute une série de dessins animés qui étaient produits et qui, pour moi, se ressemblaient tous. Mais voilà, mais je vais peut-être me faire jeter des pierres. Hein. Je peux t'assurer que si tu t'y mets, tu trouveras une profondeur qui va pouvoir t'emmener ailleurs qu'un petit dessin animé pour enfants. Donc je trouve que c'est une série d'animation qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on redore un petit peu son blason et qu'on le sorte justement de cette caste de dessin animé pour enfants où t'es pas obligé de regarder les épisodes dans l'ordre, etc. Il y a une vraie histoire, il y a de vrais enjeux, il y a de vraies constructions de personnages et il y a mine de rien un putain d'univers étendu. Qui est très, ça parle très stylé. de quoi, juste pour les 2-3 du fond qui connaissent pas, si tu peux juste pitcher le truc pour donner envie aux gens alors pour Avatar.
on est dans un monde où il y a plusieurs continents qui ont une maîtrise d'un élément par continent. Donc tout le monde n'a pas la maîtrise, mais voilà, il y a un continent où on va avoir des maîtres du feu, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le feu, des maîtres de la terre, des maîtres de l'air et des maîtres de l'eau. Okay, et il y a, pour chapeauter tout ça, normalement, tous les 100 ans, la réincarnation d'un avatar, c'est-à-dire d'un être qui arrive à maîtriser les 4 éléments et qui maintient la paix. Sauf que nous, on débarque là-dedans au moment où il n'y a pas d'avatar. Et où la Nation du Feu s'est dit, bah ok, c'est peut-être le moment d'étendre un peu notre territoire, parce que personne ne va rien nous dire, et on va essayer de dégommer un petit peu tout le monde. Donc il y a de vrais enjeux géostratégiques, géopolitiques, en fonction des éléments, en fonction de comment ça se goupille, et nous, on va arriver à la découverte d'un nouvel avatar, c'est le dernier maître de l'air, c'est-à-dire que le clan de l'air a été totalement éradiqué, et on va retrouver le dernier maître de l'air, qui va pouvoir porter en lui l'avatar, et donc, voilà, le chauve, Aang, s'entraîner à la maîtrise des 4 éléments, parce que c'est un enfant, donc s'entraîner à la maîtrise des 4 éléments pour pouvoir devenir un avatar accompli. Ok, tu me chauffes presque du coup d'aller jeter un œil parce que non mais c'est tu l'as bien vendu bien, en tout cas, tu l'as bien vendu. Mais tu vois, là je suis typiquement dans une période où moi j'ai 2 enfants là qui ont 5 et 7 ans où on regarde les dessins animés ensemble et on regarde les séries d'animation ensemble. Donc et pour les vacances de Noël, vous allez vous régaler. Ouais, alors je sais pas si c'est pas un peu juste pour mon petit de 5 ans, ou est-ce qu'il y a une double lecture si c'est pas trop violent. Pour te donner un curseur, on a été voir le Teenage Mutant, le Tortue Ninja Teenage Year au cinéma avec ma fille, et qui est peut-être un peu dark pour mon fils de 5 ans, mais elle pour le coup, tu vois, elle a adoré ce dessin animé-là, et on a pris ce kiff tous les deux de regarder ça, quoi, tu vois, et je trouve que c'est super de pouvoir partager. Je le regarderai pas forcément tout seul, mais je pense que je materai peut-être ça avec mes enfants. En tout cas, j'aurais essayé de leur montrer. Au pire, si t'es pas à l'aise avec le médium, je pourrais te filer 1 ou 2 comics, parce que vraiment, l'univers, il est étendu de malade. Et puis, ouais, alors après ça, je suis un peu con là-dessus, moi. Et j'aime bien avoir la main série, enfin, tu vois, la série principale. Ouais, non, mais t'as raison. Et je suis pas fan des univers étendus, tu vois, on parle souvent des univers étendus Star Wars. Je suis pas hyper fan des univers étendus Star Wars. J'aime pas avoir des... Alors, ça passe en jeu vidéo. Tu vois, j'ai fait les Jedi Fallen Order, j'en ai fait d'autres en Star Wars en univers étendu. Mais après, dans le truc canon de l'histoire, que ce soit en film ou en série d'animation, je prends l'exemple toujours de Star Wars, j'ai jamais vu les Clone Wars, ça ne m'intéresse pas. Je reste que sur le truc principal. J'ai peut-être utilisé le mauvais terme, c'est pas vraiment un univers étendu, on suit toujours le même personnage, mais c'est des histoires annexes. Ouais, mais c'est même ça. Voilà, moi je veux l'histoire principale, tu vois. Ouais, tu vois, je suis très con là-dessus, hein, mais... Non, mais je comprends. Et puis l'histoire principale se suffit à elle-même. Et il n'y a pas que cet enjeu, il y a plein d'enjeux. T'as des histoires, mais t'as des histoires qui sont vraiment intéressantes pour tous les niveaux. Je pense de jeunes enfants, parce que Hank, des fois, il a ce côté très enjoué que tu pourrais retrouver chez un Luffy des débuts de One Piece, tu vois. Tu vois, le joueur un peu cartoonesque, etc. Ou un Naruto au début. Après, ça peut aussi parler à des adolescents, tu vois. Par exemple, il y a des questionnements sur le rapport au père, le rapport à la famille. Donc, c'est très poussé. Et un adulte peut s'y retrouver dans la géostratégie, dans la géopolitique, dans le conflit, dans comment un petit gamin va s'en sortir avec son équipe pour s'introduire dans les royautés, dans chaque royaume, enfin, il y a énormément de lectures, c'est un bijou, voilà, donc c'est ma reco ultime de tous les temps, et ça s'y prête bien parce qu'on a bientôt le live action, donc au pire si vous voulez commencer par là, ça sortira en février, mais je vous conseille la série d'animation qui est topissime. Bon, eh ben c'est cool, c'est noté. Moi, je vais faire assez vite. Je vais pas parler manga, je vais parler film, et c'est juste vous partager un petit kiff du moment, qui est un peu vieux pour le coup pour certains, mais je suis en train de me refaire un run de la saga James Bond. Voilà, c'est rien à voir non plus avec les mangas, les comics. Et j'ai tout pris chronologiquement, du tout premier film jusqu'au plus récent. Et ouais, j'ai commencé il y a à peu près... un mois, ouais, un bon mois, on va dire, ouais. Et là, j'en suis à la période Pierce Brosnan. Et du coup, je me fais un petit kiff à me faire un classement des James Bond après chaque visionnage. Et du coup, de classer du meilleur au pire. Et tu vois, donc il y a plusieurs sagas dans les James Bond pour ceux qui ne connaissent pas. On a commencé avec Sean Connery, on a eu ensuite Roger Moore, on est passé... alors entre Roger Moore et Sean Connery, on a eu Georges Lazenby qui a fait qu'un seul film, après Timothy Dalton, Pierce Brosnan, et enfin on a terminé avec Daniel Craig. Et c'est assez intéressant en fait, parce que chaque acteur a amené sa petite touche.
On a un Roger Moore qui avait un peu poussé plus dans l'humour, même si j'avais peur en fait. C'était l'acteur où j'avais le plus peur en fait à la revoyure, et du verbe revoyer. Qui comment dire, je me dis ah là là, je vais passer vraiment un mauvais moment. Et en fait, je trouve qu'au final, et j'ai peut-être encore une fois m'attirer des foudres des fans de James Bond, je trouve qu'il y a plus de Sean Connery moyen que de mauvais Moore. Tu vois, je sais pas si je peux l'expliquer comme ça. Et j'ai pris une assez grosse claque parce que j'avais jamais vu donc les George Lazenby et Timothy Dalton. J'ai pas été très fan du film de George Lazenby parce que je trouve que c'est un film globalement assez long, assez moyen dans son histoire, mais qui vaut que par son dernier tiers et ça vraiment sa chute qui est dramatique et qui a fait que derrière ça a permis aussi d'alimenter un peu le personnage de Bond dans les autres personnages. Je veux pas spoiler pour ceux qui ne savent pas, mais il arrive un drame à James Bond dans cet épisode-là. C'est l'épisode aussi où il se marie, pour info. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Et n'ayant jamais vu les Timothy Dalton, autant le premier Timothy Dalton, je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus. Autant j'ai pris une énorme claque avec son License to Kill, son permis de tuer, qui est à ce jour, même après avoir vu GoldenEye de Pierce Brosnan, j'ai eu du mal à les départager, et tout en haut de mon classement. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et pourtant, moi, je suis plutôt de la génération Pierce Brosnan, parce que je les ai tous vus quasiment au cinéma. Et je pense qu'ils vont être très hauts dans mon classement, même en les revoyant. Mais pour vous donner rapidement mon petit top 5, juste comme ça. Vas-y, régale-nous. En premier, j'ai Permis de tuer, donc le Timothy Dalton, qui sera peut-être délogé ou pas, mais actuellement, je vous dis, je l'ai fait en ordre chronologique. En deuxième, j'ai GoldenEye, parce que pour moi, c'est un de mes préférés aussi. Opération Tonnerre avec Sean Connery, pour moi, c'est un grand James Bond aussi. J'ai mis Dr. No, parce que c'est le premier Sean Connery, et je trouve que c'est là où il fait vraiment le taf. Et en cinquième, c'est un Roger Moore, c'est L'espion qui m'aimait, que j'ai trouvé juste vraiment dinguissime. J'ai failli faire passer, parce que le sixième c'est Octopussy, parce qu'on m'a souvent dit ouais il est naze Octopussy, à la revoyure je dis putain mais il est incroyable, c'est peut-être son meilleur, et j'ai pas réussi à les départager, je l'ai quand même laissé en dessous L'espion qui m'aimait, mais j'aime bien ce travail un peu de classement, de vraiment travailler et peut-être que si je revois les films plus tard je mettrai peut-être Octopussy un peu plus haut, mais voilà, enfin bref, je trouve que et tu vois dans les deux derniers, j'ai mis, pour moi c'est le dernier Roger Moore que j'ai détesté, que j'ai trouvé vraiment naze, parce que beaucoup trop long pour son propre bien. C'est lequel, donc c'est Dangereusement Vôtre, son dernier, donc A View to Kill en anglais, et j'ai mis en tout en bas pour l'ensemble de mon classement, mais ça peut bouger encore, j'ai mis Les Diamants sont éternels, c'est un des derniers Sean Connery. Je dis un des derniers parce qu'il y a eu des problèmes de production, ce qui fait que Sean Connery a repris son rôle hors circuit de production classique des Bond, mais il a quand même interprété Bond encore une fois après Les Diamants sont éternels. Et si je dois donner un avis global vraiment sur la saga James Bond, et je vais vraiment terminer avec ça, c'est que je trouve que c'est des films un peu trop longs pour leur propre bien, globalement. Tu vois, je trouve que l'action est un peu plus maîtrisée dans les derniers. Tu vois, je trouve que GoldenEye fait 2h30, mais tu les ressens pas, parce que je trouve que c'est vraiment bien équilibré et puis ça se porte bien. Et dans ces vieux James Bond, on sentait qu'il voulait absolument faire un film de plus de 2 heures. Alors qu'à l'époque, c'était pas trop la mode. Hein. Tu vois, on avait, dans les années 60, 70, 80, on était plutôt habitué à avoir des films d'1h30, et les Bonds sortaient un peu de ce cadre-là en tapant dans du film de 2 heures, alors que c'est du film d'action, quoi, tu vois, un film d'action, d'aventure et d'espionnage. Et tu sentais qu'il y avait une demi-heure en trop, quand même, toi. C'était un peu, il y a des trucs qui duraient beaucoup trop long. Des fois, tu avais des scènes de course-poursuite qui étaient hyper longues, qui semblaient interminables. Je me souviens toujours dans le film, dans le premier Roger Moore, qui est, si je dis pas de bêtises, Rien que pour vos yeux, si je dis... Non, c'est pas celui-là. C'est Vivre et laisser mourir. Je pourrais pas t'aider. Ouais, c'est Vivre et laisser mourir. Il y a toute une séquence en bateau dans les marécages. Je crois que ça se passe à Miami. Elle est super longue, la poursuite en bateau. Elle est vraiment bien, mais ça dure beaucoup trop longtemps et tu as l'impression que c'est interminable. Et on sent que Roger Moore aime bien piloter les bateaux, donc il se fait plaisir. Donc on le filme se faire plaisir à piloter un bateau, mais c'est beaucoup trop long. Voilà, bref. Je vais pas m'étendre sur la saga James Bond parce qu'on est sur un podcast manga, mais je voulais vous faire part un peu de ce qui fait que ça, de ce petit king du moment, ce qui fait que ça derrière, ça va venir impacter un peu mes lectures, parce que je lis un peu moins, mais parce que du coup, je suis axé cinéma en ce moment. Est-ce que du coup, on se lancerait pas dans le vif du sujet, mon petit Fox, après cette longue introduction ? Eh ben ouais, allons-y.
Petit rappel du concept, pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, les fans inconditionnels de Fox qui seraient là que pour toi et qui viendraient écouter pas sûr. YPDLM, mais si, on a tous des fans inconditionnels. Alors qu'est-ce qu'on fait dans Y a-t-il un pilote dans le manga ? On s'intéresse au premier chapitre d'une œuvre. C'est un prétexte pour nous de parler du manga, de revenir un peu sur son dessin, sur la construction de l'histoire, etc. Donc voilà, l'idée c'est que du positif, on parle toujours d'une œuvre qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, c'est une œuvre que tu m'as droppée, que tu m'as dit faut que tu le lises, et après la lecture, je me dis faut qu'on enregistre parce que c'est vraiment super, et j'ai vraiment pris mon pied à lire ça. Donc aujourd'hui, on vous parle de Frieren. C'est parti. Alors Frieren, c'est un manga de Kanehito Yamada au scénario et de Tsukasa Abe au dessin. C'est édité chez Kiyun. C'est un shonen. Shonen pourquoi ? Parce que c'est prépublié dans un magazine prépublication shonen, donc de la Shogakukan. De mémoire, je crois que c'est le Weekly Sunday Shonen. Donc ça veut dire quoi ? C'est un magazine hebdomadaire qui sort tous les dimanches. C'est aussi simple que ça au Japon, ils se prennent pas trop la tête. Ils s'emmerdent pas avec... Exactement. C'est un manga qui a été primé plusieurs fois, notamment il a gagné les fameux Taisho Awards qu'on avait parlé dans un précédent épisode, dans 2 précédents épisodes, puisque c'est le lauréat de 2021 qui passe juste après Beastar, si je dis pas de bêtises, qui a gagné en 2020, et il passe juste avant Darwin Incident, qui avait gagné en 2022. Donc en général... ils se plantent pas trop dans les Taisho Awards. Ils se plantent pas beaucoup, parce que je sais qu'une année, il y a eu Vinland Saga. Donc tu vois, c'est quand même des œuvres assez incroyables à chaque fois. Tu vois, moi j'ai adoré Beastar. J'ai toujours pas terminé, mais je prends mon temps. Darwin Incident, pour moi, c'est un énorme coup de cœur, même si je sais que ça divise un peu. Et puis Frieren, on sent que c'est quand même de la qualité. Moi, je vais te laisser la main parce que je sais que tu l'as vu et donner un avis assez rapide sur ce que tu en as pensé. Mais il y a aussi un animé qui a été produit par le studio Madhouse, qui est dispo sur Crunchyroll. Et savoir un petit peu ce que tu en as pensé. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder ? L'animation est bonne, etc. Ouais. C'est très 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 bon. Je le disais, je sais plus chez qui. J'avais été invité quelque part et je l'ai dit, donc je le redis. L'animé Frieren n'a rien à envier en termes d'animation à ce qu'on a pu voir sur un Attaque des Titans par exemple. Tu vois. Ok. Alors c'est pas du tout la même ambiance. Vous allez voir quand on va en parler discuter, un petit peu. Justement. Oui. Mais il y a des planches dans le manga qui sont sublimissimes. Il faudra qu'on en parle aussi. Et l'animé a respecté ça et c'est très beau. Il y a une vraie ambiance qui se dégage. Tu vois, dans ce genre de film ou de série où t'es vraiment dans un mood particulier, dans une ambiance particulière. Oui. Il faut être dans un mood particulier. Ouais. Là, ils ont réussi à faire ça de par des OST assez étonnants, magnifiques parfois quand il y a des scènes importantes qui se produisent, et un trait qui reprend la pureté du dessin de Tsukasa Abe. Donc c'est un grand oui. L'animé, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller. Si vous êtes plus anime only, vous ne perdrez pas de la superbe de Frieren en animé. C'est très très bien exécuté. Ouais, de toute façon, là, vous avez entendu juste en moment où on a fait la petite césure avant de parler entre guillemets de la fiche technique de l'œuvre. Je vous ai mis l'opening qui, moi, je trouvais très quali. J'ai écouté, j'ai hésité entre l'opening et l'ending parce que les deux sont vraiment super. Il y a encore une fois un super travail. Tu vois, je suis pas très anime, moi, pour le coup. Je suis plutôt manga only. Mais je trouve qu'il y a toujours un taf assez incroyable par les compositeurs. Ils arrivent toujours à nous sortir des openings marquants qui tiennent la route. C'est souvent de très bonne facture. Puis pour Frieren, ce qui est étonnant, c'est que l'opening, moi la première fois que je l'ai entendu, il m'a surpris, quoi, vraiment. Tu t'attends pas à un opening comme ça pour ce genre de propos, tu vois, c'est... Ah bah écoute, non, moi pour le coup, je te rejoins pas, parce que clairement, en fait, on l'a pas dit, c'est un manga plutôt de Deruk Fantasy, c'est de l'aventure, mais avec un gros curseur mis sur la tranche de vie. Et grosso modo, on va dire, si on pourrait résumer un peu la thématique de l'œuvre, et je vais te laisser pitcher l'œuvre après, on est grosso modo sur la thématique du temps qui passe.
et de la notion du C'est temps qui exactement passe. ça. Et c'est hyper intéressant, on en parlera parce qu'on va le développer un peu quand on va creuser un peu l'œuvre. Et je vais juste faire un petit rappel avant de te laisser pitcher. Quand même, Madhouse, c'est pas des inconnus, hein, pour ceux qui feraient pas qui raccrochaient, je vais quand même vous dropper quand même 2 noms. C'est quand même Death Note, c'est Parasite, Ouais. et c'est surtout le très bon One Punch Man. Tu vois, c'est un des rares où j'ai vu quelques épisodes. Ils ont fait aussi Monster, enfin, ils ont fait Beck. À l'époque, moi j'avais suivi l'animé Beck sur la musique. Un jour, j'aimerais bien en parler aussi de Beck, parce que c'est un de mes mangas préférés, mais qui plaît pas à Val, donc tu vois, donc faudra qu'un jour j'en parle. mais en tout cas, ouais, c'est pas des inconnus, et c'est des gens qui sont quand même réputés dans le milieu de l'animation. Donc ceux qui sont Anime Only, franchement, en général, Madhouse, c'est plutôt un gage de qualité. Valeur sûre. Est-ce que tu voudrais nous toucher sans trop en déflorer, parce que c'est vrai que c'est assez particulier de je t'envoie une patate chaude, hein, mais je vais te laisser grosso modo pitcher l'œuvre, et puis de toute façon avec le premier chapitre on va voir rapidement ce qui se passe, mais voilà, je vais te laisser en parler. Je t'ai prévenu en off pour un peu te préparer, parce que c'est vrai que je me dis on voit quand même une sacrée patate chaude pour pitcher l'œuvre, quoi. Et vas-y. Freerun, c'est difficile de pitcher, parce que c'est ce genre d'œuvre où tu dis non, mais vaut mieux que tu regardes et que tu lises. Bah ouais. Moi j'ai pas lu le résumé en vrai, hein. Je suis directement allé dans l'œuvre, j'ai pas regardé de quoi ça parle, parce qu'on l'a pas dit, c'est édité chez, je sais plus si on l'a dit, mais c'est édité chez Kiun. Si, tu l'as dit. Kiun aime bien faire des énormes synopsis en arrière de couve, en quatrième de couve, et du coup moi je les lis pas. Je vais directement dans l'œuvre. Et comme tu me l'avais recommandé, j'y suis allé direct, et du coup, tu te fais surprendre. Mais ouais, c'est particulier, ce genre d'œuvre où tu dis non, mais vaut mieux que tu regardes, parce que les gens se disent, et à juste titre, non, mais c'est bon, frère, dis-moi de quoi ça parle, quoi, j'ai pas le temps. Mais donc, je vais essayer de faire un mini pitch de Freerun sans trop en dévoiler. Freerun, déjà, c'est le prénom de notre protagoniste, qui est une elfe. Donc, on va être dans un monde d'heroic fantasy, où il y a beaucoup de références à Donjons et Dragons d'ailleurs à l'intérieur. Oui. Donc on est typiquement là-dedans. On va avoir Frieren qui va s'associer avec elle c'est une mage, pardon. Elle va s'associer avec un guerrier, un prêtre, un barbare. Enfin voilà, elle va avoir sa petite équipe et ils vont partir. Un nain, oui, mais nain c'est sa race, sa classe, c'est barbare, tu vois. Oui, t'as raison. Ouais, c'est barbare. Ouais. On sent le joueur de MMORPG quand même, hein. Attention. Ouais, un peu. Il se peut que je sois à fond sur Baldur's Gate 3 en ce moment en plus, donc c'est typiquement dans le truc. Okay. Mais ouais, donc voilà, et leur but, ça va être très simple, ça va être de dézinguer le roi des démons, comme on pourrait avoir une quête dans un jeu de rôle, quoi. Donc c'est très heroic fantasy. Sauf que là où Freerun a sa particularité, c'est que nous, on va débarquer au début du tome 1, non pas pour cette quête-là, mais à la fin de cette quête-là. Donc ces premières pages, instantes, on vous dit, ça y est, cette petite équipe-là, elle a réussi à fracasser le roi des démons, donc la quête est finie. Et c'est ce que j'ai adoré dans Freerun, on en reparlera, c'est qu'on te pose à la fin d'un cycle. Ouais, et tout l'enjeu par la fin de l'histoire. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et tout l'enjeu de Freerun, ça va être qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fini. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour le synopsis. Exactement, tu peux simplement dire que la paix est installée et que grosso modo, on prend l'histoire à la fin. Et ça, je trouve, c'est hyper impressionnant. Enfin, c'est hyper rafraîchissant, mais on va souvent le dire, parce que ça vient dépoussiérer un genre qui a été maintes fois adapté, maintes fois utilisé dans la pop culture et dans la littérature. Et c'est là où j'étais assez surpris. Et pour info, tu vois, moi je savais même pas que Freerun c'était le nom du personnage quand j'ai ouvert l'œuvre. Ouais, donc c'est bien. Je l'ai découvert au moment où il nous présente les personnages. J'ai dit ok, c'est notre personnage principal qui porte le nom, et on va le voir dans le déroulé. Elle est annoncée d'une manière complètement osef, mais on va y venir. Alors on va se lancer dans le déroulé. Avant de se lancer dans le déroulé, j'ai toujours pour habitude de te demander un petit peu, enfin de demander surtout l'avis à mes invités, puis on échange un peu là-dessus, sur globalement l'édition, enfin la qualité de l'édition, et sur la couverture du tome 1, parce que voilà, on démarre par ça. Qu'est-ce que déjà sur la qualité de l'édition de manière générale, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait Kiun sur le travail de Freerun ? Moi, je suis plutôt client de ce que fait Kiun en règle générale sur ces formats-là, si bien que j'appelle ça des formats Kiun, alors peut-être à tort,
Mais Non, je suis assez d'accord, ils ont vraiment une patte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est pas tout à fait la même taille que les autres. C'est pas non plus du classique crunchy sheet ou enfin tu vois des trucs comme ça. Ils sont plus larges. Oh là là, ça balance déjà. Ah non, mais c'était pour le classic sheet, tu vois. Non, c'est une expression. Attention. Ah merde, bon. Non, je pour ça. Je tape sur eux chez moi. Je vais pas le faire chez toi quand même. Je sais me tenir. D'accord. mais ouais, c'est un format particulier et ce qui fait que quand tu regardes ta bibliothèque, mine de rien, il dépasse un petit peu. Donc, tu as ta collection de freerun là et tu les vois bien. Donc, moi, j'aime bien ce que fait Kiun. Je trouve que leur logo sur la tranche, il est toujours intégré avec élégance et discrétion. Donc, il me gêne pas du tout. Pour ce qui est de la couverture, c'est très joli, c'est très très joli, même si je trouve que les dessins à l'intérieur sont un milliard de fois plus jolis. Donc je préfère par exemple la 4e de couverture. Tu vois, on a un gros tableau sur la 4e de couverture. On a vraiment l'impression d'avoir une photo d'un instant de vie sur la 4e de couverture. On voit Freerun au premier plan, puis ses camarades derrière et toute la foule au fond qui les acclame parce qu'ils ont réussi. Et ouais, je trouve la 4e de couverture plus jolie que la couve en elle-même. Mais ouais, c'est du bon boulot, c'est de la très bonne facture. De toute façon, Kiun, il nous habitue à ce genre de choses. Ouais, je te rejoins. Moi, j'ai pas grand-chose à dire non plus sur le côté édition. Parce que je trouve que c'est ce que c'est faire Kiun. Hein. On parle souvent de template. Là, ils ont un template pour leur shonen, pour leur seinen, et du coup, ils le dupliquent en fait pour tous leurs mangas. Et pour le coup, ils ont leur marque de fabrique. Comme tu dis, le logo Kiun s'intègre bien, il est assez discret. On voit qu'on a un Kiun dans les mains parce que je trouve que c'est des mangas où le papier a l'air un peu plus épais. Je sais pas, que la moyenne. Je sais pas si si on pourrait le généraliser, ce que je dis. Mais on n'a pas ce problème souvent qui revient de transparence de papier parce que leur papier a toujours un grain un peu particulier, un toucher particulier. Et comme tu le dis, ils sont plus larges. Donc, à tenir en main, je trouve que je sais pas, il y a une façon pour lire le manga qui est peut-être un peu plus agréable pour les gens qui ont des mains un peu grandes. Les gens qui ont les mains petites, c'est un peu plus galère, je pense. Donc, tu vois, mais non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment de la bonne cam. Là-dessus, vous en aurez pour votre argent. Et on n'a pas parlé du prix, mais je crois que c'est dans les 7 € à peu près par manga. Alors, il me semble. C'était dans les 7 €. Ça a peut-être augmenté depuis. J'avoue que j'ai pas re-regardé. Pareil, j'ai pas rechecké le prix. Mais on l'a pas dit, c'est une série qui est actuellement toujours en cours de parution, qui est en 11 tomes en France, si je dis pas de bêtises. Moi, ou au Japon, j'ai le 10 là. Donc, le 11e va sortir. Je viens d'acheter le 10, ouais. Voilà. Mais en tout cas, alors, moi, après, sur le côté couverture, c'est assez rare pour le dire. On sent en fait que ça dégage le côté un peu onirisme, côté vraiment tranquille des personnages. Mais pour autant, je la trouve pas super vendeuse, tu vois. Je trouve que c'est pas une couverture qui me dit, et c'est longtemps ce qui m'a freiné en fait. Et en fait, il a fallu que tu me forces un peu à aller le lire et que du coup je m'intéresse en fait à l'œuvre, parce que les couvertures sans plus, quoi, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel j'y serais allé de manière spontanée, tu vois. Je pense que c'est un manga qui doit beaucoup fonctionner au bouche à oreille. Je suis pas convaincu qu'il soit en termes de communication de la part de Kiun, est-ce qu'il le pousse vraiment, je sais pas, tu vois, c'est vraiment un truc il y a souvent des collectors, il y a souvent des choses qui sont faites sur Freerun. Si, pour le coup, il le pousse. Alors, est-ce qu'il le poussait sur les premiers tomes ? J'avoue que je sais pas. Mais en tout cas, là, récemment, on a eu un gros collector, on a eu des gros trucs. Non, quand même, ouais. Alors, est-ce que ça a pris ? Est-ce que ça a pris au fil du temps et que du coup maintenant ils poussent, tu vois ? Il y a ça aussi, je sais pas. Après il y a aussi l'effet anime qui fait qu'ils vont remettre un coup de com dessus. Moi je sais que j'ai profité d'un pack découverte, et qu'ils font souvent d'ailleurs. Les 2 premiers tomes, un acheté, un offert. Il doit en rester un petit peu, je pense, chez certains libraires. Moi je sais que j'ai pris le tout dernier, et si je le prenais pas, il repartait dans les invendus, tu vois. Donc j'étais vraiment sur la toute fin, parce que je crois que c'est une promo qu'ils ont dû faire à la rentrée, un truc comme ça. Donc mais en tout cas c'est... La couverture, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, n'est pas ultra vendeuse. Ne vous laissez pas avoir par ces couvertures qui paraissent très tranquilles, parce que pour le coup, à l'intérieur, c'est vraiment cool. J'ai fait un petit check-up entre-temps pendant qu'on discutait, donc on est bien à 10 tomes, et le 11e tome est prévu pour l'année prochaine, début d'année prochaine, 4 janvier. Le 11e tome, et on est au même stade que le Japon. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça risque d'être assez long entre les tomes, mais attendre. Pour une fois, je trouve que
c'est pas plus mal qu'il y ait du délai entre les tomes. Et j'en parlerai à la fin. Fais-moi rappeler si jamais j'oublie de dire pourquoi, mais ça va m'en revenir. Parce qu'en fait, dans les lectures, quand même, c'est pas une lecture qui se binge. Voilà, j'en resterai là et on en rediscute après. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps comme l'histoire prend son temps. Exact. N'est-ce pas ? Clin d'œil. On a donc notre premier chapitre qui s'intitule, on le disait tout à l'heure, La fin de l'aventure. Et comme tu le disais justement dans l'explication, on suit en fait des héros qui reviennent de leur mission, qui s'est donc conclue par un succès. Ils ont terrassé le roi du démon et on voit que justement on a notre personnage principal dont on ignore le nom encore qui explique on a réussi notre plus grande mission grosso modo de tous les temps et il lui reste encore plus de la moitié de sa vie devant lui. Et on a ce personnage féminin qui est en train de lire, qui a l'air assez pensif, qui lui répond sans doute, avec un peu de désinvolte, avec un peu de... Voilà, pas de jouant foutisme, mais on sent que bon, ça l'atteint pas trop, alors que vous allez voir quand même que la notion du temps est quelque chose de très important dans cette histoire. Et c'est vraiment, je pense, le thème principal, le temps qui passe, c'est le thème principal de l'histoire. C'est ça. Et on en parlera dans le décryptage, ça nous renvoie à notre propre situation d'humain aussi, nous, en tant que lecteurs. Et c'est vraiment intéressant. Juste un petit avis rapide sur... Parce que tu en parlais, t'adores la petite illustration de fin, mais en fait, c'est simplement une reprise de l'illustration du premier chapitre, où on voit nos 4 héros qui sont accueillis par la foule en liesse qui les accueille parce qu'ils ont réussi leur mission. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette couverture, toi, de cette illustration, si tu veux, est-ce que tu veux retoucher 2 mots de cette illustration avant qu'on avance? J'en ai déjà pas mal parlé, donc là on a la même en plus grand et donc sur une double page, ça prend vraiment la double page et moi j'aime beaucoup parce que on a les codes de l'heroic fantasy, c'est-à-dire t'as les héros qui sont vraiment mis en valeur dans le cadre, ils sont vraiment 2 fois plus grands que les autres, c'est vraiment pris un peu en contre-plongée, donc ils ont tout de suite une stature et t'as tous les villageois derrière, t'as même en gros plan devant, flouté comme si c'était une caméra qui faisait le focus sur les persos, mais que devant il y avait un petit obstacle, c'est des petits gamins qui sont là aussi pour les voir. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a tous les villageois qui se sont réunis et que leur quête c'était pas une simple quête secondaire, c'était vraiment le truc qui paralysait le monde depuis un bon moment et que là c'est le endgame d'un MMORPG, hein. C'est typiquement c'est ça. C'est vraiment ça, hein. T'as fini le jeu quoi. Alors on arrive sur la présentation des personnages. Donc on a le héros, Himmel. On a Aizen, le guerrier. Donc Himmel, c'est le héros, donc c'est un humain, on suppose. C'est la classe humain, on va dire. On a Aizen, le guerrier, qui est un nain. On a Heiter, je pense qu'on le prononce un peu à l'allemande, qui est le prêtre. Ou le healer, pour ceux qui ont les termes de MMO, hein. C'est le backup en fait. Hein. Et on a Frieren, la mage, qui est une elfe. Donc on est typiquement dans l'archétype en fait des jeux vidéo de ce type-là ou de l'heroic fantasy de manière générale, une équipe de 4 personnages qui ont chacun leur mission et enfin leur profession, leur métier, on va dire, je sais plus comment on appelle ça, le mot m'échappe. Classe. Ouais, leur classe, merci, et qui ont chacun une fonction principale dans l'équipe. Et donc on apprend justement que le roi les accueille et leur dit: vous avez bravement terrassé le roi des démons et grâce à vous, le monde est à nouveau en paix. Donc comme on disait tout à l'heure, on sent que c'est la fin d'une aventure. Bah ouais, c'est la dernière page d'un manga en fait, entre la couve de fin qui pourrait être une fin incroyable, enfin la couve de début pardon, qui pourrait être une couve de fin incroyable et bah justement là voilà, première page qu'on lit, on nous présente les mecs et t'as le roi qui dit bah voilà, vous avez gagné, bravo, bah c'est fini en fait, ok, ça peut clairement être la dernière page d'un manga. Ouais, mais c'est incroyable parce qu'en fait tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter derrière quoi. Là tu te dis, ça prend le truc vraiment à contre-pied. C'est assez incroyable et t'as même le héros qui en rajoute une couche et qui explique un peu la temporalité en disant que ils ont passé 10 ans ensemble en fait, on apprend dans le manga puisqu'ils sont à la fête, ils discutent de tout et de rien, ils parlent justement du fait qu'ils vont avoir des statues qui vont être érigées en leur honneur parce qu'ils ont fait une grande action, comme je disais que c'est 10 ans de périple qui se terminent et le héros principal Himmel explique c'est ici que notre aventure s'arrête.
Et vraiment, ça vient renforcer cet effet un peu de se dire, mais ouais, ok, c'est cool, mais il va se passer quoi après? Enfin, qu'est-ce que va me raconter le manga, quoi? Ah, j'ai adoré ça, moi. J'ai adoré ce contre-pied. J'ai cherché et je crois que j'ai vu ça nulle part, quoi. J'ai Non. jamais Moi commencé non plus. une œuvre par la fin. Et c'est vraiment cool. Alors, des fois, tu vois, on te dit ah bah voilà la fin et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et au début, j'avais un petit peu peur de ça. Je me suis dit ah bah ok, ils vont revenir sur leur aventure, ils vont en discuter, ils vont nous présenter les points. Mais non, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et Ouais. l'aventure, On elle va- est finie, vous ne la verrez pas, Non. ou du moins pas dans son entièreté, quoi. Oui. En fait, c'est une manière dont on se dit on va avoir des flashbacks, ils vont revenir sur certains moments de l'aventure. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai lu, toi de ton côté, t'es à jour. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Les flashbacks sont utilisés vraiment à bon escient. On y reviendra justement quand on parlera de la narration de Frieren et qu'est-ce qui s'y passe. Et sans bien sûr vous spoiler, parce que l'idée c'est que vous alliez lire cette œuvre. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation un peu d'onirisme, de fin de parcours. Voilà, on a des personnages qui ont tout donné, qui sont un peu fatigués. Enfin, en tout cas, on sent que c'est la fin d'une étape et qu'ils n'ont pas forcément la même notion. Et c'est vrai que là, on commence à sentir un peu dans ce début de manga que le personnage de Frieren est un peu à part. Parce que Ouais. eux, ils ont l'impression que 10 ans, ça a été une éternité. Et elle répond, ouais, bon, c'était bref quand même. Parce que... Ouais, elle dit ouais, c'était cool, même si c'était un peu bref. Et t'as Email qui lui répond ah bah ça a quand même duré 10 ans, t'es bien sympa, mais 10 ans, c'est pas rien, quoi. C'est ça. Et on sent qu'elle n'a pas la même notion du temps que ses collègues. Et c'est vrai que si on est un peu, entre guillemets, calé ou un peu informé sur le monde de l'Heroic Fantasy et les codes de l'Heroic Fantasy, bah, logiquement, on sait qu'une elfe n'a pas la même notion du temps parce qu'elle vit normalement beaucoup plus longtemps. Alors, ils ne sont pas pour autant immortels, mais ils sont capables de vivre plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Donc, ils ont ce rapport au temps qui n'est pas le même par rapport à nos 2 personnages. Alors, on va se le dire, le prêtre et le personnage du héros sont des humains. Le nain a une durée de vie un peu plus longue. Ouais, ça a une plus grande longévité que l'humain, ouais, c'est sûr. Exactement. Et ben là, en fait, en avançant dans l'histoire, on a Frieren qui dit bon bah voilà, bon écoute super, je vous laisse. Moi j'ai un goal de vie, c'est de collectionner les sorts. Voilà. Et je vais aller arpenter les contrées pendant une petite centaine d'années, hein, comme ça. Et puis bah je passerai vous voir de temps en temps. Allez, salut, bisous. Et puis elle se casse. Ouais, quelque chose d'important quand même, c'est que bah voilà, là, ils finissent leur aventure et ils vont ensemble. En gros, ils se disent au revoir. Vraiment, ils savent qu'ils ne vont pas rester ensemble. Exactement. Et ils se disent bah vas-y, on va mater une pluie de météorites ensemble, machin. Et là ils se disent ok, la pluie de météorites, elle revient dans 50 ans. Bah peut-être qu'on pourrait la re-regarder ensemble, tu vois. C'est possible. Mais 50 ans pour Frieren, elle dit ça innocemment, mais elle se rend pas compte que c'est énorme pour les autres. Bah exactement, c'est ça. Très malin. Et donc après, elle se casse en mode bah ciao, moi j'ai des trucs à faire. Ouais, je vais aller collectionner mes sorts tranquille parce que c'est mon goal de vie. À bientôt. À bientôt. Et c'est rigolo parce que du coup derrière on pour appuyer un peu la phrase de Frieren qui s'en va vers de nouvelles aventures, on a Heiter le prêtre. Et je dis Heiter, mais je sais pas si comment ça se prononce. Heiter peut-être, je sais pas comment on le prononce. Heiter, ouais. Ouais, parce que Heiter ça fait un peu le mec qui est énervé, tu sais, sur les réseaux, tu connais. Qui explique décidément les elfes ont un autre rapport au temps. Et on a Email qui répond je me demande quand est-ce qu'elle est née, parce qu'ils ont aucune idée de quand elle est née. Et il répond 50 ou 100 ans, ce n'est peut-être qu'une parenthèse dans sa vie. Et ce que j'aime beaucoup, juste après, c'est qu'on va avoir un enchaînement sur cette double page. Alors c'est pas une double page, mais on va voir en fait le quotidien de Frieren pendant ses aventures. Pas de dialogue, donc vous pourrez imaginer que l'animé a fait ça avec une petite musique de fond, on la voit marcher. Exactement. Clairement, dans la mise en scène, je pense que je vois très bien comment ils vont faire la chose. Mais on la voit s'arrêter dans une bibliothèque, on la voit marcher dans la neige, on la voit profiter des rayons de soleil, aider certains villageois, trouver des cristaux, enfin elle se balade, etc. Pour ensuite... C'est hyper malin, juste 2 secondes là-dessus. Oui, moi, vas-y. C'est quelque chose qui revient très souvent dans le manga et je trouve ça hyper malin, ces petites phases justement où on voit le temps passer, on voit les saisons s'écouler, mais c'est en une seule page. Donc je trouve que ça appuie
le fait que pour Frieren ça passe très très vite, mais qu'en fait nous on se rend compte que sur une image il y a du soleil, après il y a de la neige, après il y a des fleurs, après il y a de la neige et il y a du soleil. Donc limite t'as 2 ans qu'ils ont passé en 6 cases quoi. Et c'est hyper smart d'un point de vue du personnage, parce que physiquement même, c'est presque méta, parce que physiquement t'as qu'une page, mais c'est 2 ans, tu vois. Et elle bouge pas. En termes de physique, elle ne bouge pas, elle change pas, elle reste la même. Et on la voit en fait, c'est ce que je trouve très très fort, c'est qu'on la voit s'arrêter en fait dans une maison parce qu'elle est en recherche d'une corne de dragon. Le personnage lui dit oh là, ça fait au moins 20-30 ans que j'en ai pas vu, et puis elle se rappelle un peu son passé en disant qu'elle avait vu ça dans une de ses missions, justement dans le fameux combat contre le roi démon, et elle se dit ah mince, il y a la pluie de météorites qui approche. Je vais peut-être en profiter pour retourner puis récupérer la corne qu'on avait récupérée. Parce qu'elle l'avait laissée à Himmel. Elle l'avait laissée à Himmel, exactement. Et c'est là qu'en fait, d'une manière, comme tu disais, très maligne, tu te dis, mais alors attends, il s'est passé combien de temps en fait ? Et c'est là que tu percutes, attends, il s'est passé 50 ans en fait. Et ouais, il s'est passé 50 ans. Et le choc, c'est qu'on retrouve Himmel 50 ans après, mais qui n'a plus du tout le même look. Et là, moi, ça m'a mis un choc. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais de le voir, il a plus de cheveux, déjà, il est chauve, il a une barbichette, il est beaucoup moins grand qu'il ne l'était, parce qu'il s'est ratatiné, et on suppose qu'il a entre 70-80 ans, tu vois, parce qu'il devait avoir 20-30 ans, je pense, à l'époque du truc, et il est sur la fin de sa vie, quoi. Et il est même surpris en la revoyant, parce qu'il se dit, je ne pensais pas qu'on se reverrait de mon vivant. Enfin, je sais pas ce que t'as pensé, moi, ça m'a mis un choc, à ce niveau-là. C'est aussi là que tu prends conscience que le manga va tourner autour de ça, autour de Frieren qui se rend pas compte que les gens autour d'elle vieillissent, et comme nous, on nous a surpris en nous montrant un email magnifique qui a 2 pages au top de sa forme, le ikemen par excellence, et là un petit vieux tout ratatiné qui porte une canne quoi, et c'est le même gars. Et ça accentue le fait que ça passe, les gens changent et ils sont pas éternels quoi. Exactement, et ça nous renvoie, comme je disais, à notre propre condition d'humain, et ça on pourra un petit moment débattre là-dessus, sur le temps qui passe et le fait de profiter des proches, parce que c'est clairement une des thématiques de ce manga. Et c'est vrai que du coup après cet échange-là, on comprend qu'il avait gardé la corne, et puis elle décide d'aller se balader un petit peu dans la ville. Elle voit la fameuse statue qui a été érigée en leur honneur. Elle ne l'avait jamais vue, et elle s'était barrée avant. Elle s'était barrée avant, évidemment. Et en fait, elle retrouve Aether, qui lui a pris un coup de vieux, mais n'a pas tant changé que ça. Il a les rides, tu vois, mais on sent qu'il a, il a été conservé peut-être par l'alcool, parce qu'on l'a pas dit, Aether est un mec qui picole énormément. Il adore picoler. Ouais. Est-ce que l'alcool conserve ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est toujours vivant. N'essayez pas chez vous, dans le doute. Hein. Non, dans le doute, non, on va mettre un petit message en mode l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas, les jeunes ? Et ce que j'aime beaucoup, et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le nain, en fait, il est tellement barbu, et il est tellement sous des couches de son déguisement, de son armure. On n'a pas l'impression qu'il est vieilli, même si on voit qu'il est un peu vieilli, parce qu'on voit un petit peu les rides sous les yeux, si tu regardes bien, en fait, au niveau des yeux. Ouais. Et c'est drôle, parce qu'en fait, ils lui font la réflexion que c'est toujours la même, et ils se retrouvent, en fait, on a justement la reformation de l'équipe, qui se retrouve justement pour aller voir la fameuse pluie de météorites. Et je trouve que c'est juste beau, quoi. Ah, c'est sublime, ouais. Et puis, encore une fois, Frieren qui se rend pas compte, qui leur dit « Ah ok, là on va avoir un peu de marche quand même pour y aller. Je sais plus à combien de marches c'est exactement. C'est à 1 semaine de marche, voilà. » Et là, ils sont en mode nous on est vieux maintenant, 1 semaine de marche, c'était bien gentil, mais... Et en fait, ils y vont quand même, ils font l'effort. Ils vont à leur rythme. Ouais. Et ouais, c'est sublime. C'est beau, et puis c'est appuyé par les mots de Himmel qui dit « J'ai attendu ces retrouvailles si longtemps. Merci Frieren, grâce à toi, j'ai vécu une dernière belle aventure. » Et quand il dit ça, je trouve que le poids des mots est fort, parce on sent qu'il est au crépuscule de sa vie, et que clairement, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a longtemps attendu le fait de pouvoir, il était même pas sûr de pouvoir la revoir, parce que on va comprendre qu'elle a que ça va être beaucoup appuyé après, qu'elle a vraiment un rapport au temps qui est complètement décalé par rapport au reste. Et on ne croit pas si bien dire, c'est qu'après cette magnifique double page où on voit nos 4 héros contempler ce ciel de pluie de météorites,
Ben, c'est un on tableau arrive. pour moi, ça. Cette C'est un page-là, tableau, elle est ouais. magnifique. Je l'aurais bien vu en couleur, tu vois. Mais encore une fois, Ouais. bon, c'est du noir et blanc, mais je pense qu'elle aurait été vraiment jolie en couleur, avec légèrement coloré, tu En, vois. Pas forcément. Mais en ça aurait été plus, chouette. comme t'as dit, il y a Email qui dit juste grâce à toi, j'ai vécu une dernière belle aventure. Tu tournes la page, tu te prends une pluie de météorites Ouais. dans la gueule avec les 4 protagonistes. C'est magnifique, quoi. Là, tu prends Ouais. le sens des paroles d'Email. Et quand tu retournes la page, bah, tu te prends le sens des paroles d'Email encore plus dans la gueule. Puisque là, tu vois Email, le vieux Email dans un cercueil en verre avec des roses. Et ouais. Là, et là, là, tu te dis, ah oui, ok, ça y est. Ouais. Et on est encore qu'au début du manga, quoi. On se dit, ah Ouais, purée, là, c'est fou. Il décime l'équipe, quoi. Il meurt parce que le temps passe. Et c'est là que tu te dis, purée, ça fait vraiment rien comme un autre manga sur de l'heroic fantasy. c'est Tu ça. vois, on a traité, il y a quelques épisodes, on avait reçu les éditions Mao, et on avait parlé de Berserk of Luthony, qui est un manga, pareil, sur de l'heroic fantasy, bon, qui est plus axé pour le coup, qui a vraiment ce côté gaming, puisqu'on a un personnage qui évolue en temps réel, qui a la capacité, en fait, Ouais. de manger. Il a en fait la capacité gloutonnerie, donc en fait, dès qu'il tue un adversaire, il absorbe toutes ses capacités, mais sans pour autant monter en level. Donc il monte Ah, toutes ses capacités d'HP, donc de points de vie, de force, de magie, etc. Mais pour autant, il reste toujours level 1. Et donc pour le coup, on est dans un récit très heroic fantasy, hein, avec des monstres à combattre et compagnie. Mais là, on est dans l'action, on suit notre héros progresser. Et c'est vrai que là, ça prend le contre-pied. Et c'est le deuxième heroic fantasy qu'on traite dans le podcast. Et on a ce truc où tu te dis, ok, attends, ça prend le truc à l'envers, mais enfin, waouh, c'est... On a le héros qui meurt dignement, vraiment de manière très traditionnelle, avec son épée dans le cercueil et compagnie. Et on a cette phrase très forte de Heiter qui dit à Frieren, je pense que Himmel est mort heureux, et elle lui répond, tu crois. tu crois. Parce Ah, qu'encore c'est et ça... c'est fort parce que Ouais. le tu crois, ça va impacter la suite à mort, Ouais. quoi. Parce qu'elle a aucune idée de s'il est mort heureux. Et quand on tourne la page, on voit les villageois pleurer. Et en fait, Frieren, elle est de marbre, elle encaisse, quoi. Et je pense que... Enfin, je sais pas, moi, ça a résonné parce que... Bon, ça va être un peu deep, mais quand tu perds des proches, bah des fois, t'es juste sonné et tu pleures pas. Et tu te dis, bah en fait, ça fait chier. Là, d'après les conventions sociales, je devrais pleurer. Et je pleure Ouais. pas. Et c'est trop bizarre. Et en fait, si Tu vous avez pleures déjà en- voilà. Tu pleures en rebours, en fait, souvent. C'est après C'est quoi, ça. que ça arrive. Et c'est ça qu'on va nous montrer parce que la page d'après, bah, t'as des villageois qui disent elle n'a pas bien l'air triste, elle n'a Elle pas n'a de pas de cœur. cœur. C'est horrible. Et ça, elle Et- l'entend. Parce que Ouais. on nous dit pas qu'elle l'entend, mais la case juste après, où on a ces villageoises qui disent ça, on la voit figée et en train de réfléchir, tu vois. Et c'est fort parce qu'en fait, on a un petit point d'humour pour alléger un peu la situation dramatique entre l'échange entre Heiter et justement le nain. Et là, on a Frieren qui, son visage est coupé, comme ils savent très bien le faire en fait dans les mangas où on a un gros plan sur sa bouche, où elle Ouais. dit « C'est que je ne sais rien d'Himmel. On a passé que 10 ans ensemble. » Et c'est là où je trouve que c'est Et en fort fait, au niveau de l'écriture et même de la traduction, parce que je sais pas comment c'était expliqué en japonais, mais au début, on nous dit que pour elle, 10 ans, 50 ans, 100 ans, c'est rien. Et là, c'est elle, de son propre chef, qui te dit on n'a passé que 10 ans ensemble. Et là, les émotions la submergent. Et c'est là, c'est bouleversant, je trouve. Ouais. Je te laisse, vas-y, reprendre la main si tu veux. C'est là qu'elle se rend compte en fait et que elle se dit putain, je sais rien de lui, on a passé que 10 ans ensemble et c'est là que les larmes elles arrivent et je sais pas ce que t'en penses mais c'est magnifique la c'est grande case en bas là où les larmes tombent, on a vraiment un gros plan dessus presque, enfin on a un gros plan sur le visage de Frieren donc on voit ces larmes perler, c'est des grosses larmes vraiment horribles et la page d'après on a 4 cases de souvenirs de Himmel jeune que Frieren se rappelle, ce dont elle se rappelle en fait. Et là, bah ça y est, là c'est chialade. Ouais. Et elle sort. Dans l'animé, t'as la musique dramatique qui démarre voilà. à la manière de Sadness and Sorrow de Naruto là, avec les violons, tout ça. Tu crois pas si bien dire parce que pour l'anecdote. Ma femme, c'est son manga préféré, Frieren. C'est devenu son manga préféré. Ça a détrôné tout le reste parce qu'elle adore les histoires qui traitent du temps qui passe. Et quand on a commencé l'animé ensemble, elle me disait putain, j'espère qu'il y a une scène qu'ils ont pas foirée, c'est la scène des larmes.
Et Ouais. en fait, bah non, ils l'ont pas foiré et Ouais. ils ont géré ça magnifiquement Juste pour bien. ça, je Et regarderai le premier épisode parce que je trouvais que cette scène était voilà. juste ouf. Puis tu connais, un bel OST, un truc triste et ça coule toi aussi. Donc, Alors en non, tout moi cas. je suis un peu dur Et à la chialade. Moi. Ah putain, moi, un film de Noël, je peux chialer. Donc, si tu veux, on est un peu emmerdé. Ah oui. Donc là, je peux te dire que ça m'a eu, mais puissance 1000. Et Ouais. là, il y a la prise de conscience où elle dit pourquoi j'ai pas cherché à mieux le connaître alors qu'ils ont passé 10 ans ensemble, quoi. Ça nous paraît fou, tu vois. Mais c'est ça la beauté de Freerun pour moi. C'est ça. C'est ce qui va découler de cette perte, de ce deuil, et comment Freerun va choisir de faire son deuil. Exactement. Et Ouais, c'est ça. là-dessus que le manga va nous amener. C'est ça, et puis après on a les pages juste après qui vont clôturer ce premier chapitre qui est globalement assez court, hein, puisqu'il fait une quarantaine de pages à tout casser par rapport à du classique. On n'est pas tout à fait sur un double chapitre, mais un chapitre un peu plus long, on va dire, parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir des doubles chapitres pour justement avoir une exposition un peu plus forte des personnages pour comprendre un petit peu les enjeux du manga. Mais là, il n'y a pas besoin en fait, parce que c'est assez vite posé en peu de pages. Et on a juste après, justement, on a Hayter qui a des gestes réconfortants, qui est très bienveillant par rapport à Freerun. Et là, on a encore un petit peu toujours dans l'escalade d'une histoire qui se termine vraiment définitivement. On a Hayter qui regarde les deux personnages et qui dit bon, écoutez, je vous regarde une dernière fois pour imprimer vos visages. Et Freerun lui répond mais pourquoi tu es malade? Et lui répond, et c'est quand on a lu le début on comprend, pour qu'on arrive là, il me dit bon, disons que j'ai un peu forcé sur la boisson pendant des années et le nain lui dit ouais, t'as été puni là où t'as pêché. Donc on sent que lui non plus il en a plus pour très longtemps. Pour longtemps, donc il leur fait ses adieux. Wait for it. Spoiler alert, je dis rien, mais on n'est pas complètement sur la fin de ce personnage. Il va y avoir un dernier rebondissement parce qu'il faut pas oublier, c'est un petit coquin, ce prêtre, ce curé comme elle l'appelle. Et du coup, il leur fait ses adieux aussi. Donc on a encore un des personnages qui quitte définitivement entre guillemets l'histoire. Et Freerun dit bon je vais y aller moi aussi, et elle dit qu'elle explique qu'elle veut continuer à étudier la magie, mais surtout en comprendre un peu plus sur les humains, parce que c'est une histoire qui l'a marqué, et elle demande un dernier service en fait au nain, et elle lui dit est-ce que tu veux pas faire mon avant-garde, voilà, parce que c'est un guerrier, il est là pour aller déflorer le terrain, c'est un tank en fait, hein, il est là pour aller faire le bourrin, pour écrémer, pour guerrier laisser... d'ailleurs, pas barbare, pardon, c'est moi qui me suis bourré tout à l'heure. Non, mais pour moi c'est à peu près similaire, hein, en vrai, hein, entre nous. Hein. Je différencie pas vraiment la classe barbare et guerrier. Alors les spécialistes, c'est-à-dire que la classe héros elle n'existe pas, et là on dit que Himmel c'est le héros. En vrai, dans un vrai MMO, Himmel c'est le guerrier et Aizen c'est le barbare, quoi. Alors j'aurais même presque dit que Himmel, moi je l'aurais mis dans la classe paladin, tu vois. Pour moi c'est un paladin, oui, Himmel. Tu vois, le côté fleur de lance, épée, tout ça, etc. Le nain, c'est soit un barbare guerrier, tu vois, dans le côté un peu tank, qui va être là pour entre guillemets encaisser les dégâts, et les nains sont connus pour bien encaisser les dégâts. Et puis après, t'as le mage qui va être à distance, en support, et le healer pour soigner le groupe quand il y a des soucis. Voilà, mais c'est rigolo parce que quand tu connais ces codes-là, en fait, t'es à l'aise. Donc, on n'a pas besoin de les connaître, hein, on vous rassure. Hein, si vous n'êtes pas des férus de MMORPG ou de Meporg, comme il disait à une époque, c'est... t'as vu ça un peu, les refs. Je l'ai. Mais en tout cas, même s'il a passé l'âge de le faire, comme il dit, il va pas l'accompagner, et même s'il y a encore un peu de temps devant lui, donc elle se retrouve vraiment toute seule. Et là, on se termine sur, je trouve, ils se disent à la prochaine, à bientôt, et on a le personnage du nain, donc j'ai encore oublié le nom du nain. Comment il s'appelle ce nain déjà? C'est Aizen, pardon, merci, qui regarde Freerun partir vers de nouvelles aventures. Et ce chapitre 1 se termine là. Et je vais te demander ton avis sur ce premier chapitre, qui je trouve d'une maîtrise incroyable. Je te laisse la main. Ouais, c'est le mot. J'ai trouvé ça maîtrisé de A à Z. Enfin, il y a tout qui est travaillé pour te faire comprendre où on va. Et ils sont partis d'une idée où ça aurait juste pu être une bonne idée. Tu sais, des fois, tu as ce truc-là de « Ah ouais, ils avaient une bonne idée, c'est sympa. » Non, là, ils ont une bonne idée. On va commencer par la fin. Mais vous allez voir, ça va pas être que une bonne idée. On va aborder des trucs très très profonds, comme le deuil, comme le rapport au temps, comme prendre son temps. Enfin, il y a un vrai truc de... On aurait pu tomber dans la facilité où c'était un manga d'Heroic Fantasy, et ça aurait été très bien en vrai,
Oui. Juste là, l'Heroic Fantasy, j'ai vraiment trouvé que c'était une toile de fond pour développer des trucs. Et moi, j'adore ça, quand on te propose autre chose que le monde dans lequel tu évolues et des vraies réflexions. Puis il y a des trucs ultra malins, comme on disait tout à l'heure, les années qui passent en 4 cases, ça appuie le propos même du manga. Les scènes où Freerun est bouleversé, c'est sublimissime, franchement, jetez-y un œil, c'est très très beau, en animé c'est tout aussi bien géré, donc foncez. Et ouais, cette conclusion de premier chapitre est parfaite à mon sens, où bah voilà, on vous a raconté la fin d'une histoire, vous la voyez partir pour une nouvelle. Voilà, on en est là. Et c'est vrai que je te rejoins, moi c'est quelque chose de... Je trouve que c'est un premier chapitre qui est vraiment très bon. Et encore une fois, c'est toute la force de notre concept aussi, c'est que est-ce que derrière un chapitre est suffisamment fort pour pouvoir avoir envie de lire la suite? Là clairement tout le contraire est rempli, parce que tu as envie de savoir comment est-ce qu'ils vont raconter la suite de l'histoire, puisqu'on a l'impression que tout a été déjà raconté en fait. Et c'est là que je trouve ce qui est fort, c'est que alors je vais mettre un tout petit bémol moi sur le dessin. Je dis pas qu'il est mauvais, je veux juste dire qu'il est très académique, très classique. Il n'est pas transcendant, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans les codes de ce qu'on peut retrouver en fait dans ce type de dessin là à l'époque où c'est sorti. Il arrive par certaines planches, certaines doubles pages, à avoir des fulgurances. Des fulgurances, ouais, exactement. Mais après, globalement, ça reste quand même très classique. Et je dis pas que c'est mal dessiné, c'est hyper maîtrisé, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas quelque chose, on sent pas la marque de fabrique de l'auteur. Tu vois ce que je veux dire dans son dessin? C'est quelque chose d'assez convenu, mais pour le coup, le génie, je trouve, c'est d'arriver à bien découper, et on va en parler un peu plus après, d'arriver à bien découper justement ces cases et à bien le travail de synergie entre le scénariste et le dessin. Enfin, le dessinateur doit être vraiment bon, parce que pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui passe quand même malgré tout, il y a de l'émotion qui passe dans le dessin. Tu vois, même s'il est classique, on arrive quand même à nous transmettre les émotions. C'est ce que j'allais dire, je suis pas forcément d'accord à 100% avec ce que tu dis. Je trouve que le trait, en effet, je dirais pas classique, mais épuré. Et je trouve que ça sert l'histoire, quoi. C'est assez lisse, en effet, mais c'est... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si tu avais des tableaux, des illustrations d'un groupe d'une compagnie d'aventuriers, quoi, et qu'on te pondait ça à chaque fois. Enfin, des fois, t'as des images t'as des cases où on a des châteaux qui sont représentés. Bah ouais, c'est randomchâteau.org, mais ça ajoute ce truc-là c'est que la toile de fond. Ne t'inquiète pas, ok, ils sont dans une ville médiévale et tout, mais il y a des décors, tu trouveras ce que tu veux, tu trouveras la taverne, tu trouveras plein de choses, mais attarde-toi sur les expressions des persos. Moi, c'est vraiment ça que je trouve cool, c'est que Frieren, elle est hyper emblématique, déjà par son look et puis par les expressions qu'elle a, parce que au départ, tu vois que elle est limite un peu blasée sur les premières pages en fait, quand c'est fini, tu vois, parce que là, et même sur la couverture, ça se voit, elle est un peu blasée, parce que pour elle, c'est juste un truc qui passe. Et au fur et à mesure que tu avances, je trouve, elle gagne beaucoup en expression faciale, en épaisseur et en rondeur, ouais, tout à fait. Et ça démontre aussi qu'elle gagne une certaine empathie, mine de rien, dont elle n'avait pas conscience. Et elle l'était pas du tout au début. Je dirais épuré, pas simple. Je pense que... Alors peut-être que je me mens à moi-même et c'est juste que j'aime. Mais non, mais c'est pas un gros mot dans ma bouche de dire que le dessin est simple ou académique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très bien gratté, tu vois. C'est le dessin est chouette, mais je le trouve pas transcendant dans sa manière de dessiner, si tu veux, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les autres productions. Malgré tout, il arrive à faire passer des émotions et il arrive, pour aller un petit peu plus loin dans le dessin, là on rentre vraiment dans le cœur de l'analyse du manga. On va essayer un maximum de pas vous spoiler, mais on va quand même vous donner 2-3 éléments dans la suite pour vous donner envie d'aller plus loin quand même dans le manga. Mais pour autant, il y a un certain onirisme, tu vois, qui arrive à se dégager en fait du dessin. Et il faut pas oublier que grosso modo, ça reste un manga sur de la tranche de vie en fait. C'est de la tranche de vie au pays de l'Heroic Fantasy. Pour faire un résumé assez simple de Frieren, ponctué, comme tu disais tout à l'heure, par des touches du quotidien qui peuvent être des missions complètement basiques, mais il y a un petit peu des fois de moments où on sent qu'il y a du danger qui se rapproche, que tout n'est pas complètement résolu, et que là où moi j'en suis, il y a une menace qui arrive, mais tu comprends assez vite que la menace, elle n'est pas si menaçante que ça, parce que le personnage de Frieren
a quand même accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup d'XP, hein, si on prend un jargon d'RPG. Carrément. Et ce qui fait elle est loin d'être une amateur, et c'est quelqu'un d'assez dangereux quand même pour les ennemis qu'elle rencontre, sans vous en dire trop. Mais elle est assez pétée quand même. Hein. Elle doit pas être très loin du level 100, hein, je pense. Hein. Ouais. En fait, c'est aussi ça que j'ai aimé, c'est que des fois, on banalise la tranche de vie à un manga où il se passe rien et où on observe juste des petits moments de vie. Mais Oui. des fois, et surtout dans un monde Heroic Fantasy, la tranche de vie, c'est des bastons et des gros trucs, parce que, ok, tu vagabondes dans le monde, mais des fois, le monde, il est pas sympa avec toi et il faut faire avec. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Et c'est pareil, à un moment dans le manga, on en parlait un petit peu et on a pu en discuter sur Twitter, et je comprends tout à fait ce propos-là. On se dit, ah ouais, ça perd un petit peu de son charme sur 1 ou 2 tomes plus tard, parce que on trouve des trucs plus convenus de l'univers du manga. J'ai trouvé que c'était faux, en fait. Je veux pas spoiler, donc je vais pas dire ce que c'était. Non, mais donne ton avis, c'est intéressant pour les auditeurs. Voilà, et j'ai trouvé cette analyse fausse, dans le sens où ça fait partie du chemin de vie que les héros ont choisi. Donc on doit passer par là, et en fait c'est pas une fin en soi. Si les gens continuent après cet arc là, qui est un arc, vous verrez de quel arc je parle si vous avez lu le manga, sinon vous allez y arriver et vous vous en souviendrez de ce que je vous ai dit. Cet arc là ne va pas définir la suite du manga, c'est vraiment un passage. T'es dans quel tome là quand tu parles de ça là? Tu es à quel niveau, juste pour faire un repère? 6, 7 peut-être? Plus exactement, peut-être 6, peut-être tome 6, 7. Ok. C'est un passage, et après voilà, c'est fait. La tranche de vie est passée, on passe à autre chose. Et c'est vraiment ça, on prend des éléments de vie et on passe à autre chose, Et c'est là que c'est intelligent, je trouve, c'est que dans Freerun, non, il se passe pas rien. Vous allez avoir des tomes où il se passe rien. Et même quand il se passe rien, vous allez kiffer parce que c'est bien raconté, parce qu'on va en profiter pour développer des trucs, parce qu'on va voir comment Freerun gère ce il se passe rien alors qu'elle doit faire attention au temps qui passe. Et d'autres tomes qui vont être plus denses, avec des trucs à raconter, des bastons même. Vous allez voir des très très belles bastons, très bien chorégraphiés. Mais c'est pas le cœur du manga. Voilà, le cœur du manga, c'est passer d'un moment de vie à un autre, peu importe la nature de ce moment. Et c'est ça que moi, personnellement, j'adore. Mais je te rejoins complètement. Moi, j'en suis à 2 tomes de lus pour l'instant. Et je trouve que ce qui est important de rappeler, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et tu vois, pour pas l'oublier, je vais le dire maintenant, prenez le temps de déguster Frieren. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des rares mangas où j'ai pris du temps à le lire. Parce que tu peux pas rusher la lecture. C'est vraiment un manga qui se déguste, où il faut prendre le temps. Et quand je disais tout à l'heure qu'il va y avoir... On a rattrapé la parution japonaise, je trouve ça bien en fait de laisser un peu de temps et de laisser de la respiration entre les tomes, parce que mine de rien, tu vois, moi j'ai mis une semaine entre le tome 1 et le tome 2, parce que j'avais les 2 tomes en ma possession. J'aurais pu me lire le même soir les 2 tomes, mais j'avais besoin de digérer, tu vois, un petit peu ce qui s'est passé, parce que t'as quand même, mine de rien, et ça j'aime pas les gens qui réduisent la tranche de vie à il ne se passe rien, et je suis complètement en phase avec toi là-dessus, c'est-à-dire que il se passe des choses, mais c'est qu'en fait on te décrit le quotidien, et son quotidien à elle, dans un monde d'heroic fantasy. Et ce que je trouve l'intelligence de ce manga-là, c'est qu'on va arriver à mettre des compagnons de route, sans vous en dire plus, à Frieren. On va lui mettre une responsabilité entre les mains, un peu contre son gré, avec un petit effet de « Ah, je t'ai bien eu ». Voilà, et puis elle va se retrouver à avoir une apprentie. Voilà, j'en dis pas plus, mais on peut vous dévoiler un peu ça quand même. Et c'est là où elle va devoir prendre plus conscience du rapport qu'elle a avec le temps. Et ce que je trouve qui est habile dans la narration, c'est que le flashback est bien utilisé, je trouve. En tout cas, dans le moment où j'en suis, je trouve que c'est vraiment fait, c'est vraiment fait avec petites touches. Là où j'en suis, je trouve que en tout cas l'auteur est pas tombé dans l'écueil de vouloir absolument nous raconter toutes les scènes épiques qu'on a loupées. Il nous le fait pas, il nous prend un instant T, à un moment qui fait écho au présent de l'histoire. Et c'est là que je trouve qu'il est assez fort et qui vient justement garder en fait, si tu veux, la présence de l'ancienne équipe qu'on a quittée. Et c'est un peu comme si dans un film, tu vois, t'as une Rosta qui est créditée au casting, et puis cette Rosta-là, elle meurt au bout de 5 minutes. Tu te dis, putain, le mec, il a pris un cachet de ouf,
pour jouer 5 minutes dans le film. Et puis en fait, ben là, en fait, il est encore là parce qu'il a tourné des scènes de flashback, il a tourné des scènes où il est présent. On en connaît plein des films comme ça où t'as, je dis une connerie, t'as Tom Cruise qui meurt dans les 5 premières minutes et tu te dis putain merde, il est mort. Ben, c'est quoi l'intérêt d'avoir Tom Cruise dans le film du coup? Pourquoi ils ont payé? Ben non, en fait, il est là, mais par les biais de flashback, on arrive à jouer avec ça, quoi, toi. Et c'est un peu ce même principe, tu vois. Et encore une fois, sur la construction, ça se ressent. Parce que dans Email, tu l'as vu quoi? Tu l'as vu 5 pages. Mais en 5 pages, tu as le charisme d'un héros. Ça aurait pu être un shonen sur Email, en fait. Oui. On peut imaginer une préquelle shonen sur Email parce que c'est le héros de shonen, quoi. Presque sur tous les personnages, qui veut faire le bien, hein. Qui veut sauver tout le monde. Ouais, mais tu vois, les autres sont quand même un peu plus sidekick. Je pense que le héros de l'œuvre, ce serait Email, tu vois. Et en fait, tu le vois que 5 pages. Mais ces 5 pages, elles vont résonner tout le long du manga. Exactement. Et comme tu l'as dit, avec parcimonie, et c'est ça qui est intelligent. Et donc, on se met aussi dans la peau de Freerun à se dire, en fait, c'était que 10 ans. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle se dit, ok, c'était 10 ans, mais c'était pas n'importe quel 10 ans, quoi. Ouais. Et nous, on a un peu ça aussi. On a 5 pages. Voilà. Ouais, c'est ça. Et nous, c'est ça aussi. On a 5 pages, mais des fois, tu revois Email et puis t'es content de le revoir. T'es content de le revoir, un petit peu plus sur lui. Et le fait ça. qu'on saupoudre ça, je trouve que, comme tu l'as dit, ça ajoute énormément parce que c'est pas du à outrance. On connaît pas son histoire à Email, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas d'où il vient. Juste, on a les moments de vie à un instant opportun, comme tu l'as dit, qu'il a partagé avec Freeren, et ça, c'est hyper intelligent dans la construction, je trouve. Mais ça, en plus, de la manière dont c'est amené, en fait, le manga s'appelle Freeren, et c'est là où j'ai été un peu surpris quand j'ai lu le début du manga. En fait, on te la présente en toute fin. Et Freeren, la mage, quoi, tu sais, grosso modo. Et Freeren. Et on commence quand même par le héros flamboyant, et tu sais, puis elle, on la voit en mode blasé, vraiment en dernier, elle est annoncée en dernier. Et tu te dis, bah attends, ça va être un manga sur elle, mais qu'est-ce qu'on va bien raconter? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, tu sais, quand tu lis un shonen, parce que ça reste un shonen, hein, t'es là pour lire un truc avec de l'action, de la bagarre, tu veux suivre le héros qui va être charismatique et compagnie. Et puis en fait, non. On n'est pas là pour ça. Et c'est ça qui est fort parce que il prend le truc en contre-pied et il vient dépoussiérer un genre qu'on a vu maintes et maintes fois, qu'on a joué maintes et maintes fois. Tu parlais que tu étais sur Baldur's Gate. Je suis quasiment persuadé que tu as commencé avec un guerrier ou un tank, un mec. Non, t'as pris un mage. Surprends-moi. Surprends-moi. Moi, je suis rôdeur, moi, donc tu vois, c'est un peu spécial. Voilà. On n'en a pas encore des rôdeurs, là. On n'en a pas vu des rôdeurs, mais peut-être qu'on en verra. Mais en tout cas, je trouve que ça prend vraiment le genre à contre-pied, et c'est là où je vais t'emmener, puis on va un petit peu philosopher tous les deux. C'est un manga qui te questionne sur ta propre situation d'humain, sur le temps qui passe. Et c'est là que je trouve qu'il est fort, c'est que tu te dis, la vie est courte, et clairement... faut prendre soin de ses proches, faut capitaliser sur les gens avec qui tu veux passer du temps, sur le positif, et pas se prendre la tête avec des choses qui peuvent te paraître inutiles, parce que le temps passe vite. Et c'est ça, en fait, que tous les personnages secondaires vont, entre guillemets, rappeler. Ça va être un peu le running gag en disant, mais n'oublie pas que, toi, par moment, il y a des moments où on va le dire, ouais, bon, moi, je vais rester 2-3 ans. 2-3 ans ici, et puis ça va le faire. Et puis, en fait, t'as le personnage secondaire qui va lui rappeler, mais attends, on va faire 2-3 ans, on va pas se faire chier pendant 2-3 ans ici, quand même. C'est énorme. C'est long, 2-3 ans, mais pour elle, 2-3 ans, c'est 2 jours, quoi, tu vois, un peu à son échelle, tu vois. Et c'est rigolo parce que il y a cette dynamique, en fait, entre eux, où on la ramène toujours à la réalité, parce qu'elle a tendance à laisser vaguer son esprit. Et ça, je trouve que c'est fort. Le manga te ramène à ta condition d'humain, en tout cas. Mais c'est ça. Mais tu vois, c'est toute la relativité du temps qu'on peut même ressentir, nous, tu vois. Par exemple, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais au lycée, je me disais, putain, c'est hyper long, quoi. Le bac, c'est dans hyper longtemps. Le lycée, c'est 3 ans, quoi. Ouais. Maintenant que t'as pris un peu d'âge, tu te dis, mais en fait c'est trop rapide. Et il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, bah, en fait, moi, premier degré, Freeren m'a un peu aidé sur certains points de ma vie où, quand je suis dans le boulot, la tête dans le guidon, tu sais, tu penses pas forcément à appeler des proches ou des machins parce que t'es dans ton truc, t'as pas le temps, quoi. Et en fait, bah, s'il faut prendre le temps. C'est hyper bateau et je vous promets que je suis pas Sœur Emmanuel, mais mais non, mais c'est vrai, c'est important même pour nous de se poser. Moi, ça m'a fait du bien sur mon boulot parce que j'ai tendance à me laisser un peu happer par mon taf. Je suis prof de sciences, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, prof, c'est pas que donner des cours. T'as beaucoup de choses à côté, tu vois. T'as de la prépa. Malheureusement, parfois. Ouais, tu vois malheureusement parfois des choses un peu affreuses dans la vie de certains gamins que tu dois gérer, et ça peut devenir un peu lourd.
Et en fait, tu te fais vite happer là-dedans, mais bah voilà, il faut se rappeler que faut aussi que tu prennes du temps pour toi, faut que tu coupes, faut prendre le temps de faire les choses, faut prendre le temps de vivre. En fait, c'est tout con, mais c'est vraiment con comme phrase et je m'en rends compte quand je le dis, mais c'est la vérité. Faut prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ses proches, prendre du temps parce que c'est pas éternel et au final, on va voir que ça passe très très vite et faut en profiter. T'as complètement raison. Aujourd'hui, si on lit des mangas et si on prend du temps tous les deux de parler de choses qui nous plaisent, c'est parce que on a besoin aussi de couper des fois du quotidien et de prendre du temps pour se faire un peu plaisir, etc. Et c'est hyper important aujourd'hui de faire ça parce que notre société va vite, tout va vite. On est tous les 4 matins, il y a des drames. En ce moment, on est dans une période qui est géopolitiquement parlant, qui est vraiment très compliquée. On va pas faire de politique ici, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter une louche. Donc, on a besoin de s'évader. Et ce type de manga-là, c'est hyper feel good. Et ça te permet de te dire, voilà, mec, profite de ton temps et laisse pas échapper les moments importants. Et c'est ça qui est vraiment bien. Parce que clairement, tu parlais que tu avais cette sensation quand tu étais jeune que tout prenait une éternité. Moi, aujourd'hui, je viens de fêter mes 38 ans et j'ai pas vu ma trentaine passer, quoi. Franchement, je veux dire, ça passe déjà super vite quand tu es dans la vie active et que tu travailles et compagnie. Et quand tu as des enfants, ça passe encore plus vite. Enfin, je veux dire, c'est un truc de maboule. Enfin, je veux dire, il y a un effet, tu ne vois pas les années passer, tu ne vois pas les semaines, les mois. Enfin, tout ça, ça passe à une vitesse de fou. Et on va se retourner, on aura plus de 50 balais, on sera pas loin de la retraite et on n'aura rien vu défiler. Et c'est ça c'est là où le manga vise juste, c'est là où Frieren vise juste, je trouve. Et j'espère que je vais continuer à prendre autant de plaisir à lire le manga, tome après tome. Mais encore une fois, je vais pas être, comme je disais, dans une politique de binge, je vais être vraiment dans une politique de prendre le temps, de prendre un tome par-ci, un tome par-là. Et même si je mets 2 ans, 3 ans à lire le manga, c'est pas grave, mais c'est vraiment par petites touches, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut consommer Frieren. Tu peux un petit peu t'écœurer à le lire trop vite, parce que c'est des mangas quand même assez denses, tu vois, à lire et ouais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je sais pas ce que vous en pensez auditeurs. Ouais, non, mais t'as raison. Puis c'est aussi intéressant, ça te pose aussi des questions sur la temporalité des autres, quoi. Tu vois, Frieren, elle s'est pas posé la question des temporalités des autres. Là, je pense notamment à ce qu'on pourrait expérimenter avec nos grands-parents. Tu vois, la temporalité d'un grand-parent, c'est pas la même que la tienne. Donc oui, si des fois, c'est un peu relou, il t'appelle un peu plus souvent, c'est que mine de rien, le chrono il tourne, quoi. Donc il va en profiter un peu. Donc je pense qu'il faut, ça apprend aussi à être un petit peu plus soft sur le rapport qu'on a aux aînés, tu vois, dans le sens où il y a une forme d'égoïsme aussi, tu vois, de pas trop être égoïste et de pas non plus tu vois, s'auto-centrer, parce que on a un personnage de Frieren qui est très auto-centré, ça on l'a pas dit, mais qui ne vit que par elle, parce qu'elle a tellement pas conscience de la vitesse à laquelle passe le temps pour les autres et que leur vie est limitée, qu'elle fait sa petite vie de son côté sans forcément faire attention aux gens qui l'entourent. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, on a nos grands-parents qui prennent de l'âge, moi j'en ai encore, plus beaucoup, mais j'en ai encore, il faut profiter de ces moments précieux et on n'a pas toujours la possibilité malheureusement, et c'est que quand ils seront plus là qu'on se dit merde, j'ai loupé quelque chose. Et puis attention, faut pas tomber dans la pression inverse de se dire putain, je suis pris, j'ai pas le temps, je suis un mauvais petit-fils ou quoi. Non, on a nos vies et les grands-parents ils sont pas cons, ils en ont conscience. Mais juste voilà, quand on les voit pour les fêtes ou pour les machins, en profiter. C'est surtout ça, parce que moi typiquement je suis pas le genre de personne à appeler ma grand-mère toutes les semaines, tu vois. Je n'y arrive pas. Avec le boulot que j'ai, je peux pas. Mais par contre, quand je rentre dans ma famille, je fais un peu de route, je rentre, j'essaie de voir ma grand-mère, j'essaie de voir tout le monde. Moi j'ai plus qu'une grand-mère, donc c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Pareil. Mais voilà. Donc, mais tu vois, tu passes un peu de temps avec, et puis j'ai la chance d'avoir une grand-mère cool qui profite du temps que je lui accorde, tu vois. Il y a des grands-parents, je sais, qui sont un peu plus demandants, et je pense que ça peut aussi user le moral, mais là voilà, si vos grands-parents ont conscience et que vous leur accordez du temps de qualité, ils en prendront conscience, et c'est juste ça, quoi. Profitez. C'est rigolo parce que tu vois, c'est quelque chose qui est en plein dans le mood actuel dans lequel je suis, puisqu'en fait moi j'ai vécu pendant très longtemps très loin de la famille, que ce soit celle de ma femme ou la mienne. On était à plus de 5 heures de route, puisqu'on était sur le secteur de la Bretagne, on habitait Brest pendant des années, et on a eu ce cas de conscience, à un moment donné, pas vraiment un cas de conscience, mais on a eu cette réflexion à deux, quand notre deuxième est arrivé, de se dire, est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur le côté famille, tu vois, de se dire, de se rapprocher de la famille, juste de nos parents,
pour plus les voir, plus profiter, sans pour autant, comme tu le dis, parce que c'est quelque chose que j'ai bien borné avant d'arriver, revenir dans le secteur, de ne pas non plus être dans l'outrance opposée, de dire de ne faire que se voir, et puis de s'étouffer, et puis de ne plus pouvoir avoir notre vie, entre guillemets, mais d'être plus proche, d'être plus présent pour profiter vraiment de l'instant présent, de profiter qu'ils soient encore valides, qu'ils soient en bonne forme, et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, et de profiter de ces moments-là pour que les enfants puissent les connaître, etc. Et c'est vrai que tout ça, mine de rien, dans un manga basique sur de l'heroic fantasy, où tu suis une elfe qui collectionne des sorts, si on doit le pitcher comme ça de manière la plus mauvaise possible, et ben ça te fait quand même poser toutes ces questions, et c'est ça que je trouve qui rend le manga vraiment super, et qu'on vous conseille, et on vous recommande fortement ici. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je pense qu'on a fait écoute, non, on est même allé plus loin que ce que je pensais, mais c'est cool aussi de. Ouais, la réflexion. Bateau et que sûrement tout le monde en a conscience, mais c'est cool aussi de se dire qu'on a pu nous se recentrer là-dessus grâce un petit peu à ce que Frieren nous a offert. Ouais, en tout cas, c'est en tout cas une belle pioche pour Ki-hoon qui fait, on va dire, les choses, qui fait souvent des bons choix en termes d'achat, de droits. Moi je les ai connus tout petits, Ki-hoon, parce qu'ils sont arrivés il y a pas si longtemps que ça, dans le manga game. Ils ont démarré avec des toutes petites séries et ils ont chopé, on va dire, quelques grosses séries, je mets des grosses guillemets, on vous voit Emacha Jijika, n'est-ce pas, après voilà, c'est ce que je veux dire, ils ont d'or. Jujutsu Kaisen, donc personne n'est parfait, mais non, après c'est à son public, encore une fois, moi je critique pas, c'est à son public, ça va, je sais bien, tu l'as droppé il y a pas longtemps alors que t'as déclaré ton amour avec Val il y a pas si longtemps. On a la trace, les gens, écoutez ce qu'il raconte sur Jijika, il n'en dit que du bien, il a droppé. Il a tout droppé. J'ai adoré d'ailleurs, parce que dès que j'ai annoncé dans un épisode de Ex Libris que j'avais drop et que j'avais revendu mes tomes, j'ai reçu un audio de Val qui me dit « Ah, t'as pas aimé ce moment-là ?» Et du coup, on en a parlé parce que lui, il continue. Mais ouais, il est toujours à fond, lui. Allez écouter l'épisode YPDLM où je parle de Jujutsu Kaisen avec Val, on avait adoré. Un autre temps. Voilà. Sachez que maintenant, j'ai tout revendu. Non, mais voilà, mais en tout cas, pour dire que Ki-hoon aujourd'hui, c'est devenu une très grosse maison d'édition, qui sont peut-être la numéro 3, peut-être, numéro 4 dans ce. Tu les mets derrière qui ? Alors je pense que le numéro 1 c'est Glénat. Non, numéro 1 c'est Glénat. 100%. Ouais. Parce que il faut pas oublier qu'il y a quand même, ils ont la locomotive One Piece, One Piece, Dragon Ball, tout ça. C'est numéro 1, c'est eux, incroyable je pense. Ce qu'ils ressortent. Ouais. Je les avais vus à une époque, encore une fois, là je pense qu'on n'a rien préparé, on fait ça un peu en live, mais je pense que le numéro 1 aujourd'hui c'est Glénat, et on doit être dans un numéro 2, ça se joue, pour moi c'est Kana, je pense, éventuellement en numéro 2, et le numéro 3-4, ça doit se jouer entre un Ki-hoon, Kurokawa, tu vois, parce que Kurokawa aujourd'hui tu mets Crunchy bien derrière alors. Oui, largement. Ouais. Crunchyroll, pour moi, ils ont pas de grosse locomotive, Crunchyroll. Et tu vois quoi en grosse locomotive de Crunchy de vente? Non, c'est vrai, t'as raison. Puis Chainsaw Man se vend bien, mais c'est pas. Alors, j'ai oublié Pika. J'ai oublié Pika qui a aussi, pareil, des gros morceaux. Je pense que Pika doit être 4ème aujourd'hui, un truc comme ça. Je pense que ça doit être un truc comme Glénat, Kana, Ki-hoon, Pika, Kuro, peut-être. Kuro, Pika, enfin, dans ces eaux-là. Dans les grosses. Mais je pense que Glénat est très loin devant. Et Panini Panini, pour moi, est pas dans le jeu pour l'instant. Enfin, ils ont eu les belles. Alors, ils ont eu le carton Demon Slayer, qui a cartonné, qui a très bien marché, qui aujourd'hui permet à Panini de se racheter une conduite, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme-là, mais ils ont pendant longtemps été. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je faisais pas partie des détracteurs parce que clairement, moi, je comprends les enjeux de société et le côté cash qui fait que derrière, une société a toujours du mal à des fois rééditer certains tomes, mais Panini, pendant très longtemps, a eu des grosses problématiques de tomes manquants dans des séries, et on leur a beaucoup reproché. Là aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de cash qui est rentré grâce à Demon Slayer, qui est toujours une des grosses ventes chez eux. La preuve, ils sortent une édition pilier. L'édition pilier qui ressemble beaucoup à l'édition gigantesque de, je sais plus comment elle s'appelle là, gigantiste de comment on appelle l'attaque des Titans. Colossal. La colossale, merci. Jean-Michel, à peu près, bonjour. Et du coup, aujourd'hui, ils ont trouvé le template très sympa de leur Perfect Edition, donc ils rééditent toutes les éditions, 20th Century Boy, City Hunter, Cat Size, tout ça, enfin, c'est vraiment Eden, j'en passe. Enfin, donc aujourd'hui, ils ont ultra cliente, ça. Ils se sont bien rachetés, et je pense qu'ils ont maintenant une cote de popularité. Là où, pour le coup, je pense que c'est Delcourt Tonkam qui a dû prendre la place du Petit Canard, malheureusement, encore une fois,
hein, parce qu'ils ont des super titres, Delcourt, auprès du public. Hein. Encore une fois, ce ne sont pas des choses que moi je reproche, c'est un constat quand tu traînes un peu sur les réseaux sociaux et que tu vois un peu ce qu'il peut y avoir comme feedback, malheureusement. Mais le métier de l'édition est quand même un métier compliqué. Et je voudrais pour rien pour ça. Hein. Vas-y. Je te spoil un peu, en fin du mois, là, quand on enregistre, on est en fin novembre, à la fin du mois, là, dans une semaine, on va enregistrer notre club de lecture sur Evol. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant « Bah ouais les gars, mais ça a l'air trop bien, mais c'est trop cher, quoi. » Et tu peux pas leur en vouloir. Alors j'ai envie de dire aux gens qui veulent lire Evol, moi ce que je conseille, c'est ce qu'on a conseillé aux gens quand on a fait l'épisode sur Evol, lisez-le en démat. Ça reste c'est accessible, tout le monde n'a pas de tablette ou une liseuse, mais lisez-le en démat. Il est les mangas sont à 6,99 en démat, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Là, vous êtes à 20 balles en physique. Et encore une fois, c'est un super titre, mais qui a une com un peu compliquée, on va dire. Et qui n'a pas eu forcément... je sais pas comment le manga a marché, mais c'est dommage parce que pour moi, ça serait peut-être la meilleure porte d'entrée pour lire du Kaneko, de très loin. Par rapport à... Ça a été la mienne. Voilà, ça a été la mienne aussi. Et j'ai lu après ce qu'il a fait, et c'est bien, mais je peux comprendre que ça soit dur pour rentrer dedans, parce que c'est très underground, Kaneko, il a son style à lui. Et pour le coup, là, c'est peut-être son truc un peu plus le plus mainstream. Donc, en tout cas, pour dire que voilà, on va conclure là-dessus, parce qu'on a un peu digressé. Le monde de l'édition est pas simple. Ceux qui veulent se lancer là-dedans, bon courage, parce que c'est un milieu semé d'embûches. Mais bon, le principal, c'est de vivre et de parler de sa passion. Donc, tant que ça continue et que ça perdure... let's go, hein. On sera là. On sera là. Mon petit Fox, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cet épisode consacré à Frieren. C'était très très cool, je crois qu'on a bien discuté quand même. Pour ceux et celles qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est des moments instant promo RS. Je te laisse dire tout ça. En vrai, principalement sur Insta. @fox_exlibris, je crois, un truc dans ce genre. Trouvez-moi sur Insta. Et puis voilà, je suis pas ultra actif sur Insta, mais c'est là-bas que je discute. Des fois, il y a une petite chronique qui pop d'un manga que j'ai bien aimé ou d'un truc. Et puis voilà, ça permet de discuter. Twitter, pas trop, j'avoue. Je l'ai en fond, mais c'est pas un réseau que j'apprécie énormément. Et puis sinon, sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas. Et oui, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Donc là, on est sur un épisode début décembre. Donc c'est là où tu as ton Focus Club qui va sortir sur Evol, c'est ça ? C'est au mois de décembre. Ouais, il est sorti. Si l'épisode là sort en début décembre, il est sorti il y a 2 jours. Et on vous encourage d'aller vous écouter sur Evol. Moi, j'irai vous écouter parce que j'ai pas encore lu le tome 3 parce qu'encore une fois, j'attends que les tomes sortent parce que je trouve que ça se lit quand même assez vite. Donc j'ai fait ma pause à la fin du tome 2, mais pour moi, c'est un manga incroyable. Donc je vous encourage, auditeurs, à venir vous écouter parler d'Evol. Et vous en parlez sûrement très bien. Je l'ai pas encore écouté au moment où on enregistre, mais j'irai vous écouter avec grand intérêt en tout cas. C'est sympa, merci. Mon petit Fox, pareil, moi je fais rapidement mes phrases d'usage, toujours en fin de podcast où on a perdu 90% des auditeurs, mais si, pareil, vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous laisser un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast, peu importe, les petites étoiles, c'est hyper important parce que ça aide pour le référencement, hein, c'est des trucs assez classiques, je vous oblige en rien, vous le faites si ça vous fait plaisir. Et puis voilà, les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Instagram, un petit peu Blue Sky, encore une fois je me répète, mais je trouve que c'est bien mais pas ouf non plus, hein, c'est assez austère je trouve comme endroit. Alors pas austère par les gens qui s'y trouvent, parce que grosso modo j'ai retrouvé la commu qu'il y avait sur Twitter, Instagram, plutôt dans l'interface. Je trouve que c'est pas encore hyper optimisé, c'est pas dingo. Il y a des progrès à faire. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais en même temps ils se lancent, donc n'essayez de pas trop non plus pomper le Twitter. Temps au temps. Exactement, le temps, n'est-ce pas ? Très important. Et bien écoutez auditeurs, on se dit à très bientôt. On vous prépare un petit épisode si tout va bien pour les fêtes de Noël, un truc un peu à la cool. Je n'ai pas encore décidé, mais ça sera peut-être autour de l'animation japonaise, mais pas que, dans le thème de Noël. Voilà, donc un petit peu de suspense, je n'ai pas encore tout défini, mais ça en prend le chemin. Bonne journée, merci Fox, bonne journée, bonne soirée, et puis on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Ciao tout le monde ! Ciao ciao.